ce léger retard pour le début de notre conseil municipal. Je vous souhaite très bienvenue dans cette permanence France. Je déclare la séance ouverte et je vais demander à Sarah Caron-Doubé, secrétaire de séance, de procéder à l'appel. Monsieur François-Xavier Priolo. Présent. Madame Anne Terlès. Présente. Monsieur Jacques Bidot. Présent. Madame Marie-Dominique Percher. Présent. Monsieur Pierre Écuyer. Présent. Madame Caroline Rosé. Présent. Monsieur Jean-Jacques Leroux. Pourquoi? Madame Afila Ouada. Présent. Monsieur José Pires. Madame Sylvie Langeard. Présent. Monsieur Daniel Jubert. Présent. Monsieur Jean-Pierre Duveyret. Présent. Monsieur Didier Juel. Présent. Monsieur Christian Bulc. Présent. Madame Catherine Vérac. Pouvoir. Madame Nadège Hoffman. Pouvoir. Madame Nadia Foumer. Présente. Madame Céline Léman. Présente. Monsieur Gaëtan Bazir. Présent. Madame Lila Boissel. Présente. Monsieur Paulo de Rosario. Présent. Madame Anissa Gemel. Pouvoir. Monsieur Christophe Gauthier. Présent. Monsieur Charles Savy. Pouvoir. Monsieur Franck Martin. Pouvoir. Madame Marie-Pierre Dumont. Présent. Monsieur Pascal Hébert. Pouvoir. Madame Véronique Jeanne Débier. Présent. Monsieur Alexis Fraisse. Présent. Madame Aïda Seguir. Présent. Madame Cécile Laroche. Présent. Monsieur Jacques Vassard. Présent. Merci Sarah. Le quorum est atteint. Avant de commencer ce conseil municipal, je propose que nous rendions hommage à une grande dame qui s'est éteinte vendredi dernier. Je veux bien sûr parler de Simone Veil, dont l'histoire personnelle a côtoyé l'histoire du XXe siècle avec un destin à la fois tragique et merveilleux. Une femme qui a porté des combats tout au long de sa vie, combats pour la liberté, sa propre liberté, la liberté des femmes à travers un texte de loi emblématique qui a été l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, une femme combattante inlassable de l'Europe, quel beau symbole, première femme présidente du Parlement européen en 1979, une femme pétrie de valeurs et d'ambition pour un modèle de société, pour l'unité de notre continent. Et il y avait aussi une certaine forme d'émotion à voir si proche l'hommage rendu à Helmut Kohl, le chancelier de la réunification, et l'hommage qui sera rendu par le président de la République et par la nation tout entière mercredi à Simone Veil. Je crois que le destin, le parcours de cette femme d'exception réunit tous les Françaises et tous les Français. Il y a derrière les combats et les valeurs portées par Simone Veil un idéal et la nécessité pour nous tous, quelles que soient nos sensibilités, quels que soient nos combats, eh bien de porter l'idéal, la philosophie qui a été celle de Simone Veil. Simone Veil était un petit peu notre conscience à tous et nous devons respecter ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait pour notre pays, pour les femmes en particulier, pour l'Europe, et poursuivre eh bien, le combat qu'elle a mené. Et je vous propose d'observer une minute de silence en la mémoire de Simone Veil. Quelques mots, mesdames et messieurs, avant d'ouvrir, de présenter l'ordre du jour de cette séance, pour vous dire, comme vous l'avez vu physiquement dans la commune, que les travaux du Cœur de Ville sont entrés dans leur phase opérationnelle et de réalisation. Vous étiez plusieurs centaines le 21 juin dernier sous la halle, toute nouvelle halle, livrée en temps et en heure, je dirais même en minutes près. Nouvelle halle sur la place de la halle au Drapier, inaugurée à l'occasion de la fête de la musique et à l'occasion aussi de l'ouverture du festival de jazz, et avec un premier marché qui s'est tenu
le samedi suivant, le 24 juin, pour lequel a été organisée une grande tombola avec près de 6000 bulletins, beaucoup de participants pour ce premier marché sous la halle. Je tiens à remercier les commerçants de Louviers qui, pendant plusieurs mois, eh bien, ont accepté un certain nombre de contraintes, me féliciter aussi du dialogue qui avait été le nôtre pour que les choses se passent vraiment bien et que nous puissions maintenant avoir un équipement qui va nous permettre eh bien, d'organiser un certain nombre de manifestations. Et je l'ai dit, le jour de l'inauguration, eh bien, cette halle, c'est aussi au Lovérien de se l'approprier. Et je crois qu'elle a, en lire la presse, de ce que j'en ai vu, suscité eh bien, une vraie adhésion. Il nous faut maintenant la faire vivre. Au même moment que nous inaugurions la halle, eh bien, vous avez vu, les travaux du parvis de l'église Notre-Dame ont commencé. Ils ont commencé le 19 juin, très exactement. Nous aurons dans un instant une présentation du diagnostic des travaux, et de l'échéancier, des travaux du bâtiment, de l'édifice de l'église. Nous sommes en train de travailler à son écrin. Avec un calendrier des travaux sur le parvis de l'église Notre-Dame qui, pour le gros œuvre, devrait être terminé au moment de la Saint-Michel, et puis nous aurons en octobre les finitions. Mais pour Noël, eh bien, Louviers aura son nouveau parvis de l'église Notre-Dame avec un éclairage qui sera aussi totalement rénové pour les fêtes de fin d'année. Vous dire aussi, depuis notre dernier conseil municipal, eh bien, que nous avons vécu à Louviers au rythme de la musique, de toutes les musiques, avec, porté par Sylvie Langeard, adjointe en charge de la vie culturelle, le mois de mai, le festival en mai, Écoute ce qui te plaît, avec je dirais, la parole donnée à toutes les musiques. Il y a eu à la fois la musique classique, avec la 3e édition du Festival des grands amateurs de piano, avec ce festival in et off, et un grand succès à la fois des concerts qui étaient proposés au Moulin, à l'étage ou dans la cave, et puis à travers tous les concerts spontanés, dans les bus, dans les commerces, au centre aquatique, et avec une vraie adhésion populaire. C'est un festival qui, au bout de 3 ans maintenant, trouve son public et est appelé à se développer. Il y a eu aussi d'autres musiques, c'est Gaëtan Mazir qui était à l'origine du premier festival métal au Moulin, qui là aussi a fait venir eh bien, des fans d'un peu partout de toute la France, et c'est aussi bien pour Louviers eh d'attirer des personnes qui viennent à la fois de notre territoire mais d'ailleurs. Et puis une très très belle édition du festival de jazz qui avait cette année la Belgique à l'honneur. Culture, musique, vous le savez, nous avons consacré l'année 2017 à une grande cause municipale après la nutrition 2016. Cette année, cette grande cause municipale, elle est consacrée à la lecture. Et je vous invite, mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal et mesdames et messieurs qui êtes en public, à nous retrouver jeudi soir au Moulin pour faire la grande dictée. Alors rassurez-vous, c'est anonyme. Donc si vous faites beaucoup de fautes, je vous place au premier lieu parmi les éventuels mauvais élèves. On ne saura pas qui a fait les fautes, mais cette grande dictée, elle sera lue à partir de 18h, si c'est ça, ma mémoire est bonne, au Moulin, et elle sera lue par un habitant et en tout cas un Lovérien de renom, qui est Michel Bussy, qui est aujourd'hui, je crois, le 2e auteur le plus vendu en France. Et Michel Bussy, que nous avions fait citoyen d'honneur il y a maintenant 1 an et demi, nous fait l'honneur et l'amitié de venir lire la dictée après avoir présidé à l'installation des boîtes à livres qui vont fleurir un petit peu dans toute la ville. Cette grande cause municipale, elle va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année 2017. Et la philosophie de ces grandes causes, eh bien, c'est de pouvoir mener des actions pluridisciplinaires, faire travailler en notre projet à la fois les services de la ville et puis aussi permettre à un certain nombre d'initiatives de voir le jour. Donc je vous invite à venir nombreux jeudi soir prochain, nous serons le 6 juillet, avant la fin de l'année scolaire. Je vais à présent vous présenter l'ordre du jour de notre conseil municipal d'aujourd'hui, en vous précisant avant qu'il faudra signer, ça va passer autour des tables, le tableau de signature de présence de notre précédent conseil du 24 avril dernier, ainsi que le tableau de signature de notre décision modificative numéro 2 que nous allons aborder tout à l'heure. Et je vous donnerai la parole dans un instant, après avoir présenté l'ordre du jour et avant de commencer la première délibération. À l'ordre du jour aujourd'hui, nous aurons une délibération dans les affaires
financières et des affaires générales, sur la délégation de pouvoir en mer au titre du Code général des collectivités territoriales et rapport d'activité de la CASE. Puis ensuite, dans le pôle technique, une présentation de la communication sur le diagnostic général de l'église Notre-Dame, que vous présenterez tout à l'heure au moment de la délibération. Puis des délibérations relatives au logement, notamment le lotissement du domaine de la forêt, un certain nombre de délibérations relatives à la voirie, avec notamment des programmes d'aménagement qualitatif en lien avec l'agglomération Seine-Neuve. En ce qui concerne les affaires financières, nous avons la deuxième décision modificative de l'année, une délibération sur les admissions de valeur, un certain nombre de délibérations sur les garanties d'emprunt. Dans le pôle politique éducative et jeunesse, nous avons des délibérations importantes sur l'avenir de la réforme des rythmes scolaires à l'UIE, à l'issue de la période de consultation des conseils d'école. Nous aurons également des conventions relatives aux accueils de loisirs et des subventions pour un certain nombre d'associations. Une délibération relative à l'UIE-Plage, et puis dans le pôle culture, nous aurons une convention avec les ADAR sur l'accueil d'artistes en résidence à la Villa Calderon, une délibération relative à du mécénat d'entreprise, les demandes de subventions à la DRAC et la contribution de la ville de Louviers au Tangram, qui est la structure qui porte la scène nationale Évreux-Louviers. Deux délibérations relatives au sport sur des subventions et une mise à disposition à la ville de Louviers du gymnase du collège Saint-Louis. Enfin, 5 délibérations relatives au personnel qui concernent à la fois l'amicale des employés communaux, la mise à disposition personnelle par la ville de Louviers auprès du CCAS, la modification du tableau des effectifs et la réforme des services qui sont passés dans le comité technique sur le pôle politique éducative et sur le pôle politique aménagement du cadre de vie. Et puis enfin, Jean-Pierre Duret nous présentera le procès-verbal des décisions adoptées par le syndicat d'électricité de l'Eure lors de sa réunion du 13 mai dernier. Je crois qu'il y a une demande de parole de Madame Séguir. Vous avez la parole. Merci. J'aimerais prendre la parole en tant qu'élu de l'opposition, mais également en tant que parent d'élèves. Monsieur le maire, Madame l'adjointe aux écoles, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les parents d'élèves sont en colère, sachez-le, et ils ont raison. En colère contre les décisions que vous avez prises concernant la vie des écoliers, de nos enfants et de tous les jeunes lauvergnats. Quand vous faites des économies sur leur dos, vous faites des économies sur l'avenir de la ville. Nous déplorons la politique éducative quasi inexistante que vous menez. L'état des écoles. C'est l'ensemble des équipements scolaires qui rencontrent des problèmes de vétusté et de sécurisation. Le dossier Jules Ferry est le plus lourd, puisque depuis quelques décennies, l'école attend un projet adapté aux nécessités d'une pédagogie moderne, mais surtout un respect des écoliers, des enseignants et de la communauté éducative. Vous avez annoncé des promesses dont on ne voit toujours pas l'amorce de réalisation. Résultat, des parents lassés d'attendre s'orientent vers le privé. La colère des parents monte de plus en plus devant votre mépris vis-à-vis de la jeunesse de notre ville, qui se traduit aussi par une baisse de crédit auprès de la caisse des écoles, alors qu'elle a de plus en plus de responsabilités. Ce sera désormais aux écoles d'assumer toutes les sorties et activités avec des budgets amputés. Les transports pour les sorties, à la patinoire. Donc, à quoi bon avoir une patinoire si les Lauvergnats ne peuvent pas en profiter? L'activité Baby Gym, les sorties diverses, au cinéma, la scène nationale, le dictionnaire pour les CM1, tout ça est supprimé, ou en tout cas remis en question. La suppression du livre de Noël offert, jusqu'à maintenant offert. Alors c'est un peu se moquer des Lauvergnats en proclamant parallèlement une année de la lecture après avoir supprimé la distribution de livres de qualité aux enfants pour les fêtes de Noël. La sortie au cinéma pour les écoles remplacée par une séance pour tous, y compris pour des adultes. Les activités périscolaires que vous offrez qui ne sont pas de tout le temps de qualité et sur lesquelles les personnels sont peu ou mal formés. Aujourd'hui, on apprend une augmentation de 2% sur les tarifs pour la cantine, le périscolaire, les centres de loisirs, l'école de musique. Donc cette hausse va toucher les plus modestes certainement et contredit un peu l'affichage d'une soi-disant baisse des impôts. Au-delà des écoles, ce sont toutes les activités, les services que vous retirez aux petits Lauvergnats. Petit à petit, vous détricotez une politique pour les plus jeunes alors qu'elle a besoin de se développer. Louviers-Plage, qui rétrécit chaque année, un seul site au lieu de deux. Tout d'abord, puis ensuite, moins d'activités forcément. Et cette année, Louviers-Plage qui durera moins longtemps. Le carnaval et la déambulation dans la ville qui n'est plus.
Nous attendons toujours la reprise de l'activité poterie, dont vous avez décidé la suppression après le départ en retraite de l'animateur. Les parents d'élèves sont donc en colère, monsieur le maire, et ils ont raison, car ils ne sont pas bons à vivre, car il ne semble pas bon vivre à Louviers quand on a des enfants. Non, monsieur le maire, vous ne ferez pas de Louviers une ville attractive en supprimant ses activités pour la jeunesse et en n'entretenant pas son patrimoine scolaire. Vous allez certainement nous expliquer que tout cela coûte de l'argent et que vous n'en avez pas à dépenser. Mais investir pour nos enfants, je vous l'assure, c'est un investissement qui en vaut la peine. Tout ceci est une question de choix politique. Ne nous construisez plus de nouvel édifice si ce n'est pas une école, une structure destinée aux enfants. Nous n'en avons pas besoin. Monsieur le maire, au-delà de toute politique, au-delà de toute polémique, je vous en prie, faites de l'école, faites de la jeunesse une priorité. Offrez aux écoliers des équipements et des activités dignes de ce nom. Agissez pour la dignité et l'avenir de nos enfants. Respectez la ville et ses habitants. Merci. Merci beaucoup, Madame Séguier. Alors, vous savez que l'accumulation... Oui. Voilà. L'accumulation de choses fausses n'a jamais fait des vérités. Donc, vous nous dites le budget de la caisse des écoles diminue. C'est factuellement complètement faux. J'ai eu l'occasion un instant encore d'échanger avec des parents d'élèves qui étaient dans la cour de la mairie. On peut en effet marteler qu'on baisse les crédits, sauf que c'est pas vrai. Donc il y a un moment donné, moi je ne vais pas me battre à aller répondre à des arguments qui n'en sont pas. Qu'il y ait des débats lorsqu'il y a des sujets de divergence, bah, très bien, il y a des débats. Mais Madame Séguier, quand vous me dites on supprime les dictionnaires, en fait c'est faux, on ne supprime pas les dictionnaires. Et on laisse les enveloppes inchangées pour les dictionnaires. C'est faux sur la baisse des crédits, c'est pas vrai et c'est même le contraire. Qu'est-ce qui se passe, Madame Séguier? Ce qui se passe, c'est que la municipalité, elle a décidé qu'il était totalement absurde, si vous me dites le contraire, c'est votre droit, mais il faudra m'expliquer, d'avoir à la fois des fortes tensions et des fortes contraintes sur les budgets de fonctionnement pour se retrouver en fin d'année à ne pas avoir 100% d'exécution budgétaire sur les crédits alloués aux écoles. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100% d'exécution budgétaire sur les crédits alloués aux écoles? C'est parce qu'on a des cloisonnements hermétiques qui font que, si je prends un exemple sur les transports, on va se retrouver à devoir dire non à une école sur tel ou tel sujet parce qu'il y a une enveloppe qui est réservée à telle ou telle école sur les transports, mais l'école, elle a besoin de crédit sur un autre sujet que sur les transports, elle va le dire à l'autre, on se retrouve à la fin de l'année, on n'utilise pas tous les crédits. Et donc la proposition qui a été faite, et qui est juste une proposition de bon sens, c'est de réaffecter l'ensemble des crédits sur la caisse des écoles, les crédits qui étaient destinés à la vie scolaire, plutôt que d'avoir sans aucune logique de répartition des crédits qui étaient dans le budget de la ville et des crédits qui étaient dans le budget de la caisse des écoles. On a dit on fait une addition simple, tout ce qui est dans le budget de la ville sur les écoles et tout ce qui est dans la caisse des écoles, on fait une addition et on le met, c'est en plus beaucoup plus démocratique, dans une enceinte qui est la caisse des écoles, qui est une enceinte qui se réunit avec des débats, avec des échanges, et tout ça est beaucoup plus transparent. Et alors, Madame Séguier, là en plus vous me dites, et la municipalité, elle offre plus des livres de qualité pour Noël. Mais écoutez, il va falloir les dire aux libraires de Louviers, parce que les livres que nous avons offerts à Noël dernier, on les a achetés auprès des libraires de Louviers. On les a achetés auprès de la Page et auprès de Quai des Mômes. Alors si vous considérez, je trouve que c'est quand même pas très sympathique pour nos libraires que c'est pas de qualité, il va falloir me dire ce qu'il en est. Donc vous dites qu'on n'en offre pas, puis après vous reprenez, enfin si on en offre, ils ne sont pas de qualité, alors évidemment qu'on en offre, hein. Et deux, ils sont de qualité, ils sont achetés chez les libraires de la ville. Et l'engagement que j'ai pris devant la caisse des écoles, c'est un engagement simple. Et je l'ai pris très clairement. Le maire de Louviers a dit aux membres de la caisse des écoles, on change la règle du jeu sur... on met tout à la caisse des écoles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses qui ne sont pas transparentes, qui ne sont pas publiques, on met tout sur la table avec des budgets inchangés. Alors vous pourrez toujours faire des procès d'intention. C'est votre droit, vous êtes dans l'opposition, vous êtes parent d'élèves de l'opposition. Mais moi, les rumeurs commencent à m'insupporter un petit peu. Comme je le disais tout à l'heure aux parents d'élèves dans la cour de l'école, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des manifestations sur mon bureau. Vous savez, quand il y a des sujets, on m'appelle, je rencontre les parents d'élèves et on se parle. Je n'ai jamais refusé un seul rendez-vous, Madame Séguier. Jamais refusé un seul rendez-vous. Et le sujet tel qu'il est, parce que je vois bien qu'il y a une incompréhension, mais qu'il y a surtout une peur qui, je vous le dis, n'est pas justifiée, mais comme elle existe, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Et je crois que les parents qui sont là sont des parents de bonne foi. Je ne remets pas du tout en cause cela. Simplement, quand on est élu, on essaye aussi plutôt de faire de la pédagogie. Et avec moi, il n'y a pas d'entourloupe. Depuis 3 ans que je suis maire de Louviers, quand je dis quelque chose, quand je prends un engagement, je le respecte. Pourquoi voulez-vous
que j'aille réduire les crédits aux écoles. Ça fait 3 ans qu'on se bat comme des chiens, cette municipalité, pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires en fonctionnement. 3 ans qu'on se bat comme des chiens. Et on est en train de réussir. On est en train de réussir. De quoi est-ce qu'on a hérité? Vous n'allez pas me dire que le patrimoine et l'état des écoles de Louviers, c'est bon fait quand même. Jackie Bidot s'est battu comme un diable pendant qu'il était élu sous la précédente mandature. Il n'avait aucune écoute, aucune oreille de l'ancien maire pour faire des travaux indispensables. Vous savez dans quel état on a trouvé la crèche des Acacias quand on a été élu? Vous savez dans quel état on l'a trouvé? Avec de la moisissure. On laissait des enfants, des bébés avec de la moisissure. Vous savez les montants qu'on a alloués aux travaux dans l'école, à l'école des Acacias. Vous savez les montants qu'on a alloués à des travaux de rénovation, à des travaux de réflexion. Vous savez ce qu'on a fait sur les aires de jeu à l'école Jacques Prévert. Vous aviez vu l'état des aires de jeu? Alors c'est pas à moi, Madame Séguier, qu'il faut dire ça. Depuis 3 ans, malgré des contraintes budgétaires catastrophiques, on est en train de redresser cette ville. Tout l'argent qu'on peut mettre sur les écoles, on le met. Et la sécurité, c'est une priorité de cette municipalité. Quand mon prédécesseur, laissait des équipements ouverts au public, dangereux pour la sécurité, avec des avis négatifs des commissions de sécurité. Quand il y avait, y compris sur des établissements recevant des enfants, des difficultés de sécurité, et bien nous on a fait tout de suite les travaux, on a fait des travaux d'urgence. Donc à la fois sur les bâtiments, on a fait les travaux dans un nombre important d'écoles. Nous venons de recruter au service technique une personne qui est chargée spécifiquement de faire ce qu'on appelle les petits travaux dans les écoles, pour avoir de la réactivité. Et malgré les difficultés financières de la ville, on embauche une personne supplémentaire dédiée aux écoles. Sur Jules Ferry, nous avons désigné un programmiste qui, d'ailleurs, demain verra les représentants élus de Jules Ferry. Il y a une réunion qui est prévue à 17h. On a encore travaillé il y a une dizaine de jours avec le programmiste pour la réhabilitation complète de Jules Ferry. Pourquoi? Parce que le projet, et on a eu ces débats à de nombreuses reprises ici dans cette enceinte du conseil municipal, moi je peux vous en sortir des projets à 15 millions d'euros, c'est pas difficile. Je peux vous en mettre plein d'avenir avec des beaux projets. Sauf qu'à un moment, quand vous n'avez pas début du financement, il ne se passe rien. Et que la responsabilité de l'équipe précédente, c'est d'avoir joué la montre. D'avoir joué la montre sans aucun respect de la communauté éducative. Et je suis désolé, mais la responsabilité de l'ancienne équipe aurait été d'être sur la réhabilitation, ou alors, ils ont quand même été aux manettes pendant 19 ans, de considérer qu'il y avait des priorités dans les investissements. Et dans ce cas-là, les priorités pouvaient être celles-ci. Et cette municipalité, ce qu'elle fait dans son programme d'investissement, c'est qu'elle remet un petit peu les priorités en ordre. Et donc, la programmation de Jules Ferry sera présentée demain en concertation, puisque c'est d'ailleurs l'engagement que nous avons pris devant la communauté. On vous l'a demandé en tant que parent d'élu. Qu'est-ce qu'on a demandé? On a fait une réunion au mois d'avril. Nous avons fait une réunion au mois d'avril. Non, on n'a pas fait de relance parce que vous savez qu'il y a un programmiste qui est désigné. Mais Madame Séguier, vous voyez, ça se désigne comme ça, les programmistes. Il y a des procédures, de marché. Et ensuite, le programmiste, pour qu'il aille devant les parents d'élèves, il faut qu'il ait un peu déjà travaillé sur le sujet. Parce que justement, on n'est pas dans la communication là-dessus. Et donc, le programmiste, il a été désigné il y a un peu plus d'un mois. Ensuite, vous savez, les gens ils ne viennent pas comme ça à Louviers, le programmiste il n'habite pas Louviers, il a aussi des impératifs, et donc il fallait une date qui corresponde à la fois en termes de timing pour que ce soit à 1 heure où c'est possible pour les parents, que ce soit avant la fin de l'année scolaire. Et donc, en fait, j'ai l'impression que parfois ce qui vous intéresse, c'est pas tellement l'avenir des enfants, mais c'est d'essayer de semer un petit peu le trouble, la zézanie, la suspicion, c'est de la politique. Vous me trouverez, Madame Séguier, jamais sur ce terrain. J'attends de vous un peu plus de responsabilité. Vous êtes élue, vous êtes conseillère municipale, c'est un mandat important. Et j'attendrai de vous à la fois de l'objectivité et surtout de cesser complètement vos mensonges. Sur ce, nous allons commencer avec la première délibération. Excusez-moi, je ne peux pas laisser la question du mensonge, monsieur le maire. D'accord, au dernier conseil d'école, nous n'avions pas de représentant de la mairie à Jules Ferry. Donc c'est difficile de parler de tout ça pour faire avancer le dossier. Okay, nous avons fait un communiqué de presse dans ce sens parce que personne n'est venu évoquer un certain nombre de problèmes alors que nous étions en attente. Lors d'une réunion du mois de mars, vous avez fait des engagements aux parents d'élèves élus de Jules Ferry. Vous n'avez pas tenu ces engagements, nous sommes encore en attente. Bizarrement, il y a une réunion demain. Nous y serons, monsieur le maire. Monsieur le maire, nous y serons. Après, sur la présentation que vous avez faite sur la caisse des écoles, ce qui est effectivement très difficile pour nous de comprendre. Moi, personnellement, je ne suis pas une comptable, ce qui est très difficile. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'augmentation, mais il n'y a pas de baisse. Par contre,
la mairie, Ah bah c'est parce que si tout à j'ai l'heure, bien dans la compris présentation, le vous avez dit dossier, les classes. non, si j'ai bien compris le dossier, si j'ai bien compris le dossier, mais bon, pardon, hein, je ne suis pas non plus. Par contre, un certain nombre de missions que vous avez en charge, pas bon, non, je peux Madame commencer Séguier, par. continuez. Madame Séguier. Si j'ai bien compris, un certain nombre de missions vont être attribuées à la Caisse des écoles, ce qui est très bien, sauf qu'il n'y aura pas d'augmentation. C'est-à-dire qu'ils vont faire un peu plus, ils vont avoir plus de responsabilités, mais pas plus de Madame budget. Séguier, non, Notamment la c'est question faux. des transports. C'est faux, Ça madame. dépend Jules Ferry, les écoliers du Ferry ne peuvent pas aller à la patinoire à pied. Madame Séguier, je Donc réponds. c'est quoi le transport? Je réponds. Madame Séguier, le transport c'est faux, donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Et après, c'est pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc on va passer à l'ordre du jour, mais là-dessus, et je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, vous êtes arc-bouté sur un raisonnement qui n'est pas juste. Alors, c'est compliqué de. Je vais vous dire que c'est faux, vous me dites non, c'est pas. Vous le verrez à l'exécution budgétaire. Le juge de paix, c'est l'exécution budgétaire. Vous verrez bien que c'est pas le cas. Quel est mon intérêt d'aller vous dire que c'est pas en baisse pour après, par derrière, baisser les budgets? C'est pas vrai. La seule chose, c'est qu'on met de la transparence là-dedans, c'est qu'on met tous les budgets sous la responsabilité d'un organe élu qui est la Caisse des écoles, et c'est quand même beaucoup plus démocratique que de faire du cas par cas sans le dire en fonction du premier qui demande, premier service. Ça s'appelle de la justice et de l'équité. Voilà, le sujet est clos sur cette école. On parlera tout à l'heure de la réforme des rythmes scolaires, Madame Dumont, et après on va passer à l'ordre du jour parce que ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Alors je vais reprendre un sujet qui n'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais qui fait partie des décisions que vous avez prises, Monsieur le maire. Donc ce que je voudrais remarquer sur ce débat qui est un petit peu vif, c'est qu'on ne peut pas mépriser les représentants des parents d'élèves. Jamais été Donc il faut essayer d'écouter. On ne peut pas faire de politique sur les enfants aussi. Non. Madame Dumont, vous avez la parole. La politique Sur le dos des enfants. Quel est le temps, vas-y. La politique éducative, c'est une partie importante de la politique en général. Donc je voudrais revenir sur une décision que vous avez prise qui concerne la tarification, et Leïla Séguier en a parlé rapidement tout à l'heure, en vous faisant une remarque sur une décision qui est page 83 du rapport. Donc, qui concerne l'accès aux centres de loisirs et centres sportifs, les activités périscolaires, l'école de musique et les cantines scolaires. Alors, ce que je voulais remarquer aussi en préliminaire, c'est que en conseil municipal du 6 avril 2017, en fait, vous avez présenté une baisse de la fiscalité de 0,5%. Alors que le 29 mai, vous avez décidé d'augmenter de 2% les tarifs municipaux. Cette hausse va toucher bien sûr les familles qui fréquentent les équipements municipaux et mettre en difficulté les plus modestes. Donc cette augmentation s'appuie sur le taux d'inflation moyen pour l'année. Alors dans le texte, il est mis 2017, je pense que c'est 2016. C'est une erreur d'année, je pense. Dans la délibération sur la scolarisation des enfants non résidents à Louviers, il est indiqué, dans la délibération qu'on va étudier tout à l'heure, il est indiqué une progression de 0,8% par rapport à l'exercice précédent. Ce taux correspond à l'indice annuel des prix à la consommation 2016, chiffre INSEE. Donc en fait, vous aviez le choix, quand même, le maire a toujours le choix d'adopter un taux qui correspond le mieux à l'augmentation du coût de la vie s'il a décidé d'augmenter. Donc, c'est peut-être pas les mêmes taux, c'est peut-être pas les mêmes années de référence, mais en tout cas, vous avez préféré faire le choix des 2%. Donc, vous n'étiez pas, c'était une décision. Donc, ça, c'est ma remarque par rapport à l'augmentation des tarifs municipaux. J'ai une première demande, c'est pour les élèves scolarisés en classe Ulysse. Les enfants des communes extérieures scolarisés dans les écoles de Louviers ont un tarif unique plus élevé car sans application du quotient familial. Une proposition, alors on vous fait une demande d'amendement de cette décision concernant ces enfants des communes extérieures qui fréquentent les classes Ulysse afin que ceux-ci puissent bénéficier de la pondération des quotients familiaux comme les Lovériens. En effet, le choix de leur école et de leur classe n'appartient pas aux parents, mais à l'éducation nationale ou peut-être à MDPH, en fonction de l'enseignement spécial, en fonction de la spécialité de l'enseignement.
Une deuxième demande, alors qui relève aussi de la tarification municipale. Je pense que c'est un débat qu'il faudrait tenir en conseil municipal parce que c'est un sujet suffisamment sensible qui impacte le quotidien des familles et qui mériterait un vrai débat puisque c'est aussi un débat, la démocratie et l'accès aux services publics, ça fait partie aussi d'une tarification appropriée à la population, à ses difficultés en termes de sociologie, de peuplement des équipements. Voilà. Merci Madame Dumont. Alors, quelques éléments de réponse sur l'augmentation de 2%. Alors, j'assume totalement, c'est l'augmentation du coût de la vie. On n'est pas... Enfin, il y a un moment, il y a un principe de réalité quand on gère une collectivité. Vous avez les dépenses de fonctionnement, elles augmentent plus que 2% d'ailleurs, hein, parce que vous avez la revalorisation en termes de masse salariale. En plus, là, il y a à la fois, vous avez l'augmentation du point d'indice qui s'était faite en 2 fois l'an dernier. Vous avez également un changement, changement d'échelle du cadre de la collectivité, qui sont des coûts pour la collectivité qui s'approchent à peu près 100 000 euros hein, si on fait l'ensemble. Donc ce que je voulais dire par là, Madame Dumont, c'est que si on avait un principe, je dirais assez rationnel, de compenser l'augmentation des charges qui sont dues au coût de la vie pour la collectivité et qu'on répercutait sur la politique tarifaire, on serait bien plus que 2%. Parce que les charges de la ville augmentent. Mais c'est un fait. Et vous avez, mais pas que sur ce domaine-là, mais vous avez par exemple la contribution au service d'incendie et de secours qui a augmenté significativement. Et donc, globalement, on prend plutôt sur des réformes de gestion, d'économie pour ce faire. Ce que vous dites, Madame Dumont, sur l'État suisse, alors dans la pratique, mais je retiens votre suggestion de l'écrire dans la pratique, moi j'ai été sollicité par des parents d'élèves sur un cas spécifique et j'ai répondu évidemment favorablement pour appliquer le tarif Louviers. Donc je le fais en pratique, mais vous avez raison, on peut l'écrire noir sur blanc parce qu'il n'y a aucune raison, c'est pas un choix des parents, c'est en effet un choix de l'éducation nationale, donc je vous suis complètement là-dessus, et si ça va mieux en l'écrivant, écrivons-le, là-dessus il n'y a pas de sujet, mais en pratique on le fait quand ça avait été demandé. Hein, et puis après il y a peut-être des parents qui n'avaient pas fait la demande parce que voilà, ils avaient peut-être moins de contraintes financières, mais dès que ça a été fait, en tout cas je l'ai fait et reprenant les mêmes arguments que vous. Ensuite, sur la réflexion globale sur la politique de tarification. Alors, il se trouve qu'il y a des règles du jeu en termes de compétences du conseil municipal et de pouvoirs qui sont délégués au maire. Ce sujet est un pouvoir délégué au maire. Cela dit, on a pris les choses par... Déjà pas final, on a pris les choses par étapes depuis 3 ans. Déjà, on a essayé d'éteindre l'incendie des finances municipales. Maintenant, on réfléchit à une politique de tarification qui soit beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de règles toujours très judicieuses, et qu'en plus, Louviers est une ville qui est dans l'agglomération, c'est la ville-centre, et donc on a à la fois une réflexion à avoir sur la tarification pour avoir des tarifications peut-être spécifiques sur certains publics. On parle de la jeunesse, on parle des seniors, on va s'engager, par exemple, et il y aura une réunion du Conseil des aînés jeudi, on va avoir la présentation de la démarche Ville Amie des aînés. Dans la démarche Ville Amie des aînés, vous pouvez tout à fait avoir un volet tarification pour les seniors, comme vous pouvez avoir un volet tarification pour la jeunesse. Et donc, ce qu'on essaie de faire, et ça c'est tout à fait un sujet qu'on pourra avoir en effet évoqué en conseil municipal, c'est assez long à faire parce qu'on veut avoir une vision globale de l'ensemble des sujets. Et c'est pour tout vous dire, un sujet qu'on avait commencé à regarder il y a 2 ans et demi. Et en fait, tout ça n'était pas encore mûr parce qu'on a mis en place une réforme des services de la ville, parce qu'aujourd'hui on fonctionne par pôle projet, et que tout ça finalement a aussi un impact sur la tarification pour avoir des choses cohérentes. Et c'est le gros chantier de l'automne. Voilà. Mais j'ai aucune difficulté pour qu'on en rende compte en conseil municipal, qu'on échange sur cela. En tout cas, il ne s'agit pas de baisser les impôts pour augmenter les tarifs, il s'agit juste d'avoir des tarifications qui soient justes et sincères, parce que vous avez des personnes en grande difficulté, on a quand même des tarifications très favorables, hein, mais on pourrait peut-être encore aller plus loin, et vous avez des personnes qui ont plus de moyens, et où une augmentation de 5% ne changera pas franchement les choses. Donc si par une augmentation un peu plus importante, on peut aider des personnes plus fragiles, c'est ça qu'il faut regarder, c'est un petit peu du sur-mesure pour faire attention aux effets pervers, aux effets de benne, aux effets de seuil,
par rapport à cela. Donc c'est un travail minutieux que nous menons et sur lequel on pourra, il y a un groupe de travail en cours d'ailleurs au sein des services qui menaient. Anne-Thérèse, vous voulez prendre la parole là-dessus. Merci Monsieur le maire. Oui, évidemment, c'est un travail de péréquation et comme le disait Monsieur le maire, il va falloir faire vraiment du sur-mesure pour que l'on puisse avoir une tarification qui soit la plus juste possible. Je voudrais simplement rappeler qu'en plus, pour les personnes qui ont des difficultés financières, il y a toujours la possibilité de déposer des demandes au CCAS. La gratuité de cantine fait partie des compétences du CCAS et on en accorde beaucoup. Et les secours en font aussi partie. On a une commission de secours à raison de deux fois par mois à peu près, enfin en tout cas une fois tous les 15 jours. Je note, et on en avait d'ailleurs débattu ensemble au dernier conseil d'administration du CCAS, que l'enveloppe est loin d'être consommée et qu'on note une baisse de la consommation de ces crédits, ce qui pourrait nous faire penser que la situation, enfin que c'est plutôt une bonne nouvelle puisque la situation s'améliorerait. On est en même temps extrêmement attentif à l'accès aux droits, c'est un sujet que je porte à l'agglomération comme à la ville. Et la question du non recours au droit est traitée, donc nous cherchons à informer le mieux possible les Auvergnats de ça. Merci. Alors, oui, on va commencer parce qu'il est déjà 19h23 et on n'avait pas fait la première. C'est vrai qu'on a les crédits d'aide sociale, mais c'est quand même différent d'avoir un tarif qui est valable pour tout le monde que de faire une demande d'aide sociale. Je crois que l'assistance, c'est pas, faut que ça reste l'ultime recours. Et je dirais dans le respect de la dignité, bien que je participe aux travaux du CCAS, c'est tout à fait dans le respect des personnes, mais c'est quand même différent d'avoir un tarif social, une tarification sociale, et d'avoir recours à l'aide sociale du CCAS. Très bien. C'est bien qu'il soit géré. Monsieur Lassin, un mot et oui, très vite. Déjà, pour ce qui est de l'aide sociale, je vais déjà vous dire que les parents touchent des aides. Alors il faudrait quand même les apprendre à se gérer. Donc ça, c'est autre chose. Je voudrais quand même vous répondre sur la baisse des impôts que vous dites. Mais à la fin, c'est de la faute de père à papa, parce que lundi, c'est de 0,8. Vous allez baisser de 0,5. Donc quand vous restez 0,3, dites pas que vous baissez les impôts. Non. Ok, merci monsieur Lassin. Alors, nous allons donc procéder à l'approbation du compte rendu de la séance du 24 avril dernier. J'ai répondu depuis tout à l'heure, la dernière fois, donc ma réponse est connue, il faut la consulter dans les procès-verbaux du conseil municipal. Y a-t-il des observations sur le compte rendu de la séance du 24 avril dernier? Si je n'en vois pas, je considère qu'il est adopté. Merci. Première délibération, donc sur les décisions, c'est pas information. Donc première délibération sur les affaires générales. Donc en application des évolutions législatives récentes, nous sommes appelés à faire évoluer la délibération du Conseil à la fois du 14 avril 2015 modifiée par le 7 et 30 novembre 2015, donc par laquelle le Conseil municipal donne des délégations au maire. Vous avez en rouge dans la délibération les modifications qui sont proposées, notamment la possibilité de donner au maire de procéder aux aides de délimitation des propriétés communales, de fixer les droits de voirie, les droits et tarifs pouvant faire l'objet de modulation à des temps d'utilisation de procédures dématérialisées, et un certain nombre de réformes qui sont l'application de la loi. Est-ce que sur cette délibération, il y a des remarques? Oui, monsieur Fraisse. Donc, cette délibération, à notre sens, elle étend un peu trop les pouvoirs du maire. Dans une ville où déjà on ne fait qu'un conseil municipal tous les 3 mois, il y a encore une grande part des délibérations qui vont se transformer en décisions du maire, dont certaines, il y en a certaines où ça n'a pas une importance capitale, mais il y en a certaines qui méritent quand même débat. Donc il y a une liste extrêmement élevée de décisions qui veulent être prises par le maire, dont certaines qu'on ne peut pas, déjà qu'on a du mal à débattre, quand c'est pas l'heure du jour, on a du mal à en parler. Là, ça risque d'aggraver les choses. Donc nous voterons contre. Y a-t-il d'autres demandes de parole? S'il n'y en a pas, on passe au voix. Donc, contre le groupe Bravo Louvier. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, c'est question 8 qui nous présente le rapport d'activité de l'agglomération. C'est à l'heure, sachant qu'il était à disposition si vous le souhaitiez au secrétariat et sinon par voie de matérialisée. Oui, c'est tout simplement prendre acte de ce
L'obligation légale pour l'AMLO, c'est de communiquer son rapport d'activité sous l'ESCRI de 2016 aux communes membres d'une EPCI. Voilà, juste à prendre là. Donc il n'y a pas de vote, c'est un point acte. Pas de remarques sur ce rapport d'activité de l'agglomération Seine-Nord. Je rappelle à cette occasion que, vous le savez, un certain nombre d'entre nous sont membres du conseil communautaire, mais que les réunions des commissions du conseil communautaire de l'agglomération Seine-Nord sont ouvertes à tous les conseillers municipaux, même si vous n'êtes pas conseiller communautaire. Et donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui impactent bien sûr la commune de Louviers et que ces réunions sont ouvertes à tous. Un petit point juste avant de passer à la présentation dans un instant par M. Chapuis. Oui, monsieur Fass. J'ai une petite remarque sur ce sujet, sur les commissions. Je me suis aperçu en demandant à participer à la commission propreté que j'étais le seul élu de Louviers à y participer, donc il n'y a personne de la majorité. On sent que c'est un sujet qui ne préoccupe pas énormément la ville de Louviers. On n'est d'ailleurs pas très bons élèves en termes de tri et on n'est pas très bons élèves non plus au niveau dans les collectivités. Peut-être que des gens pourront me contredire, mais les déchets ne sont pas triés dans les collectivités à Louviers. Les déchets de la mairie, par exemple, ne sont pas triés. J'habite pas loin, je le vois de mes propres yeux. Donc je pense qu'il y aurait un petit effort à faire si on veut inciter la population à faire cette démarche-là qui est très importante, qui est capitale. Il faut d'une part que les élus se montrent intéressés au sujet et que les collectivités montrent l'exemple. Alors, monsieur Fass, je vous contredis pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que la ville de Louviers, qui bloquait depuis 15 ans le tri sélectif du verre et du papier, puisque mon prédécesseur avait dit un niet catégorique, ce qui fait qu'en effet, on était les cancres de l'agglomération Seine-Nord. Il ne vous a pas échappé que depuis juillet 2016, il y a des containers pour le papier et pour le verre qui ont été posés, et que les chiffres, on en avait fait une présentation ici, sont bien meilleurs. Deuxièmement, non, la propreté n'est pas... au contraire, les élus de Louviers s'intéressent beaucoup à la propreté, et je parle notamment en lien avec Jackie Bidot. Je vois énormément Jean Carré, qui est le président de la commission propreté de l'agglomération, et je peux vous faire une annonce. C'est qu'en 2018, et j'avais un comité de direction tout à l'heure de l'agglomération Seine-Nord, j'ai fait une demande très précise, et vous êtes le bienvenu pour travailler avec nous, M. Fraisse, sur ce sujet, c'est de faire un plan propreté à Louviers sous une forme assez innovante, qui est une coopération renforcée entre la ville de Louviers et l'agglomération. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la propreté est une compétence de l'agglomération. Et moi, le retour que j'ai de 3 ans d'expérience de maire de Louviers, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas trop cloisonner les compétences parce qu'on est sur des sujets aussi de grande proximité sur ces thématiques de propreté. Et qu'il y a des choses qui sont prises en charge par l'agglomération, mais il y en a d'autres où on pourrait utiliser les services et les compétences à la fois techniques et humaines de l'agglomération pour faire des choses qui ne sont pas prévues dans les grandes politiques et qui peuvent être aussi spécifiques à une ville-centre. Parce que la problématique de propreté de Louviers, ce n'est pas la même que celle d'une commune de 500 habitants. On a aussi la question du commerce. On est en train de réfléchir, par exemple, sur modifier les jours de ramassage des poubelles dans l'hypercentre, parce qu'aujourd'hui, ça ne colle pas avec les jours de fermeture ou d'ouverture des commerces. Et donc, on va travailler très finement sur un plan de propreté avec l'agglomération qui aura une incidence budgétaire sur la ville de Louviers, parce qu'on va demander à l'agglo de faire ensemble des choses qu'ils ne sont pas obligés de faire, mais on veut aller au-delà. Donc, on va, à partir de l'automne, définir une sorte de cahier des charges. Et là, vraiment, ça fait partie des sujets où vous êtes le bienvenu pour qu'on y réfléchisse ensemble. Et puis, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, en disant mais on fait un conseil municipal tous les trimestres. Vous connaissez l'une des raisons qui conduit à faire en sorte que cette enceinte soit une vraie enceinte d'échange et de débat et non pas du mauvais théâtre. Donc ça ne tient pas à cette municipalité. Moi, je suis quelqu'un très ouvert au débat, au dialogue. Et puis, vous savez, vous avez dans le règlement du conseil municipal une possibilité qui est de poser 3 questions à chaque conseil municipal sur les sujets de votre choix. Madame Dumont, j'aurais pu couper court au sujet sur la tarification, parce qu'après tout, rien ne vous empêchez de mettre le sujet, de le décider vous, en tant que membre de l'opposition, c'est votre droit le plus absolu, et d'y répondre. Il y a cette possibilité, elle a été utilisée une fois, je crois, ou 2, par le groupe Bravo Louviers depuis 3 ans, mais ça existe, c'est possible, et donc utilisez aussi les droits qui sont les vôtres, en tout cas, loin de moi l'idée de valider l'opposition, bien au contraire, et vous savez que s'il y a des bonnes idées, nous les mettrons volontiers en œuvre. Jacques Bidot, donc on a parlé. Mais juste pour aller dans le sens, du moins à contresens de ce que vient de dire M. Fraisse, il se trouve qu'il y a deux conteneurs enterrés qui vont être installés sur Louviers dans les prochaines semaines.
une partie qui va se trouver place de la République et l'autre de place Torel. Pour l'instant, on ne peut pas faire celle-là, mais pour vous dire qu'on est vraiment dans une politique au-delà du tri, aussi pour l'esthétique de ces conteneurs qui n'est pas forcément très agréable en certains endroits. Donc on bosse là-dessus avec le président Jean Carré. Plusieurs fois, on a tourné en ville de Louviers. Je peux vous citer tous les endroits où il y a des problèmes, ils sont identifiés, et faites-nous confiance, et on vous associe bien entendu à toutes nos démarches. Et Monsieur Bassard, Monsieur Bassard, Monsieur Bassard. J'avais appuyé avant, mais vous n'avez pas vu, mais je vois votre lumière rouge, vous avez la parole. Très bien. Bon, déjà, je vais profiter qu'il y a des parents d'élèves ici présents dans cette salle, parce que moi j'habite à côté de l'école des Acacias. Alors ça serait bien que vous ayez une réunion avec les instituteurs pour qu'ils apprennent à dire aux gosses de ne pas laisser les papiers traîner dans la rue. Parce que juste à côté, avant, à un moment, c'était propre. Mais moi, je peux vous dire que où est-ce que j'habite, des tonnes de papier, enfin pas des tonnes, mais enfin le gars il les ramasse, mais tous les jours, il laisse les papiers sur la route. Il faut les éduquer là-dessus. C'est aux professeurs de le faire, c'est à eux d'éduquer les gosses. C'est d'abord les parents. Oui. Attendez, oui, mais ça ne vous plaît pas, je sais bien, mais il ne faut pas vous faire. Allez-y, monsieur Bassard, ne vous laissez pas troubler, continuez votre propos. Alors, pour ce qui est des commissions, d'être présent, moi j'ai assisté une fois avec vous à une commission, je ne suis pas retourné, vous ne m'écoutez pas, vous faites un peu le contraire de ce que je vous dis, alors vous ne voyez pas pourquoi il y a une commission. Monsieur Bassard a confondu la commission préparatoire du conseil municipal avec celle de l'AGLO, où on peut à la fois participer, donner son avis, voilà. Non, je voulais juste dire que si, on est évidemment très attentif à la question du tri sélectif, et à titre d'exemple, puisque j'ai témoigné mardi dernier aux assises de l'économie circulaire organisées par l'ADEME à Paris, sur la régie de restauration de la vie, donc la 2RL, nous récupérons nos déchets et nous les donnons aux fermiers auxquels on achète notamment les poules, etc., qui nous fait du coup une réduction sur le prix d'achat des volailles que nous servons ensuite dans les restaurants scolaires. Et ça s'appelle l'économie circulaire et on cherche à la développer le plus possible. Mais on a des marges de manœuvre, des marges de progrès, notamment sur la collectivité, et on s'y attache. Et je vous invite à aller voir le fabuleux reportage qui a été tweeté par la ville sur le compte officiel et qui met à l'honneur la régie de restauration. J'en profite pour dire, cher Anne, que nous avons en ce moment beaucoup de reportages consacrés à l'immobilier. Il y a eu celui-ci, il y en a eu de nombreux sur le Schoolbus, il y en a eu un au moment sur France 3 en direct au moment de l'inauguration de la et de la fête de la musique, et France 3 sera en direct depuis le journal télévisé le jeudi pour la grande équipe. Daniel Joubert. Oui, moi je voulais dire, Alexis, que moi je travaille avec Jean Carré. On est allé voir la production de gaz à Gaillon, puisque à partir des déchets, nos voisins de Gaillon ont réussi quelque chose d'assez intéressant, puisque à la fois grâce aux déchets verts, au mélange des déchets verts et un peu d'autres déchets, ils arrivent à chauffer la piscine de Gaillon et un collège. Et ce genre de... Et en plus, ils produisent de l'électricité. Et donc, moi, j'essaie de voir, et là, vous pouvez nous appuyer aussi, si on ne peut pas adopter un système analogue dans la case, qui sera peut-être pas à Louviers, qui sera peut-être au Val-de-Reuil, mais en tout cas, ce sera dans l'agglomération. Ok, alors, Monsieur Chapuis, il est arrivé il y a déjà longtemps, va nous présenter le diagnostic de l'église Notre-Dame. Je vous propose 10 minutes, un quart d'heure maximum de présentation pour qu'on ait le temps d'avoir un échange. Pourquoi cette présentation? C'est parce que on a, avec l'église Notre-Dame, un joyau patrimonial, architectural à Louviers, que l'entretien et la restauration de cet édifice est une compétence de la commune, avec des financements importants de nos partenaires, l'État, la DRAC, avec également, dans le cadre des contrats d'agglomération, un engagement de la région, par exemple, et du département de l'Eure sur la réhabilitation et la restauration de ce patrimoine, qu'il est important de pouvoir à la fois planifier, enfin avoir le diagnostic juste de l'état bâtimentaire et de pouvoir planifier dans le temps
les travaux qui sont nécessaires et notamment la bonne succession des travaux pour faire des choses prioritaires et utiles dans le bon temps. Donc, Monsieur Chapuis, vous avez réalisé cette étude, vous l'avez présentée au comité consultatif de l'église Notre-Dame au printemps dernier, et il nous semblait intéressant et utile que le conseil municipal puisse avoir une présentation de votre travail. Alors, je vais peut-être me mettre à côté. Merci Monsieur le maire. Peut-être présentez-vous en quelques mots. Voilà. Donc, je suis Antoine Chapuis, architecte du patrimoine, et je suis collaborateur de Pierre Bortolussi, architecte en chef des monuments historiques, qui a donc été mandaté pour la conduite de cette étude et qui succède à Bruno de Caris, qui avait réalisé une étude similaire en 2001. C'est donc une mise à jour de l'étude de 2001. Alors, un petit mot très bref sur l'origine de cette église. Notre-Dame, que l'on voit ici sur l'écran au centre du cœur historique de Louviers. C'est une église qui date du XIIIe siècle. Alors je ne vais pas m'étendre sur l'évolution de l'édifice, simplement si vous regardez les deux coupes en bas de cette image, vous avez à gauche l'état d'origine XIIIe siècle et à droite une étape très importante qui va nous concerner aujourd'hui, c'est l'extension du bâtiment au XVe siècle, période de prospérité économique pour la ville de Louviers, à laquelle on double les bas-côtés en créant des chapelles latérales et de vaisseaux supplémentaires qui ont posé le problème de toiture qui nous concernent. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques en 1846. C'est la première liste des monuments historiques faite par Prosper Mérimée. C'est dire que cet édifice a été remarqué dès le début comme un des plus importants du patrimoine français. Il a subi une importante opération de restauration au début du XXe siècle, menée par l'architecte Ruprecht Robert, qui a notamment refait une partie des toitures des bas-côtés en béton. Alors cette étude a été l'opportunité de faire un relevé complet de l'édifice afin d'en établir des plans, des élévations et des coupes qui permettent aujourd'hui à la ville de disposer de documents graphiques qui faciliteront la conduite ultérieure des études. Donc, vous le connaissez tous, je ne vais pas trop m'étendre sur les dispositions de cet édifice, avec 5 vaisseaux, un transept et un chœur, donc une disposition assez habituelle, une importante tour clocher au nord-ouest. Et les couvertures, on voit ici le plan de couverture, c'est surtout ça qui va concerner l'état sanitaire que nous avons fait, assez hétérogène, à chaque couleur représente un matériau. Vous avez en vert clair de la pierre, en gris du béton, en bleu sur la tour à la croisée du transept, c'est du plomb, pardon. Nous avons du cuivre en vert bleu et sur la nef et la tour de Chamange de l'ardoise. L'état sanitaire de cet édifice. Alors, il y avait plusieurs éléments qui justifiaient de mener une intervention assez urgente, et notamment l'un d'entre eux, c'était les décors de l'élévation sud, puisqu'il y avait des chutes de matériaux qui menaçaient à la fois la conservation de l'édifice et la sécurité du public depuis quelques temps déjà. Alors, nous avons mené une étude de conservation notamment sur les statues du bas-côté sud. Nous avons observé les phénomènes suivants. Des détachements de certaines parties des statues, qui faisaient des blocs d'une dizaine de centimètres qui tombaient sur la voie publique. Des pertes d'épiderme, c'est-à-dire, il faut imaginer que la statue fond un peu comme une boule de glace sous le phénomène de l'érosion hydraulique et que l'on perd la lecture des ouvrages. Des lacunes de certaines pierres qui ont été perdues à la Révolution, d'autres pendant le bombardement de 1940, qui n'ont jamais été restituées. Et des encrassements, côtes noires qui sont notamment dus à la pollution atmosphérique. Notre étude a révélé que la cause principale de ces altérations, c'est un phénomène de poussée de sel, c'est-à-dire qu'il y a des sels qui sont présents dans la pierre et qui causent ces dégradations, et ces sels ont deux origines principales. Les dépôts atmosphériques qui sont principalement dus à la pollution automobile passée, et pas présente, c'est-à-dire celle plutôt des années 50 à 80, et les traitements de surface qui ont été appliqués au XIXe siècle, c'est-à-dire que les premières opérations de conservation au XIXe siècle ont été un petit peu malheureuses, puisqu'ils ont utilisé des produits qui n'étaient pas très au point et qui aujourd'hui causent des désordres. Dans l'immédiat, 7 statues ont déjà été déposées il y a une quinzaine de jours, c'était celles qui étaient les plus fragilisées et qui vraiment causaient un risque important pour la sécurité du public, puisqu'on pouvait craindre une chute d'éléments importants qui auraient pu blesser. Le même constat a été fait sur les ornements architecturaux, donc les pinacles, les décors feuillagés, avec à nouveau des fractures, des microfissurations et des pertes de matière et des chutes d'objets.
avec la même origine, toujours des selles, un petit peu différents cette fois-ci, puisque dû à des mortiers de réparation, là encore du 19e siècle, qui ont introduit des sulfates dans l'édifice, avec notamment l'usage de plâtre, et les déjections des pigeons importantes sur les bas-côtés, sur les toitures des bas-côtés, qui fait la présence de nitrates. Le reste des pathologies sur les élévations sont assez habituelles sur un édifice de ce type, avec notamment des soubassements qui ont été restaurés par le passé au ciment, qui aujourd'hui causent des dégradations périphériques sur la pierre à proximité immédiate du ciment. Comme vous voyez sur la droite, des descentes d'eau pluviale qui déversent l'eau directement au sol au pied de l'édifice et qui lessivent à la fois le pavage et les maçonneries de pied, ce qui va être traité par l'aménagement du parvis. Les encrassements qui sont très présents sur le chevet. La pierre utilisée est une craie, la pierre de Vernon, qui est très sensible à cette croûte noire qui est due à la pollution atmosphérique. Et juste au-dessus, vous voyez les balustrades du chevet qui sont en très mauvais état, qui ont été moisées par le passé, donc c'est-à-dire maintenues par des planches. Et aujourd'hui, ces moisages eux-mêmes ne sont plus en état d'assurer la conservation de l'édifice et devraient être au moins remplacés. Côté nord, le problème de la façade nord qui est toujours dans l'ombre et qui est plus humide que le reste de l'édifice, n'a pas de pluie et qui se couvre de mousse, de lichen et d'algues, qui elles-mêmes accroissent la présence d'eau et les dégradations sur l'édifice. Je vais basculer sur les toitures. Vous voyez ici la toiture du chœur côté nord. Alors côté sud, elle est plutôt en bon état, et côté nord, on a effectivement une présence très abondante de mousse qui fait une couverture en tube plate en mauvais état avec beaucoup de tuiles endommagées et des chenaux qui sont bouchés par les algues et les développements de mousse. À la tour de la croisée du transept, la tour lanterne, nous avons remarqué la présence d'un champignon qui se développe sur les pannes sablières, c'est-à-dire le pied de la charpente. Ce champignon a été déjà remarqué en 2001. Il n'a pas beaucoup évolué depuis, donc on est en présence d'une élévation lente, mais qu'il faudra quand même traiter évidemment. Plus grave, surtout dans la tour de Challenge, la tour clocher, ce qui explique aussi l'arrêt de la mise en volée des cloches préventivement, c'est la présence de certaines poutres, comme vous voyez sur la photographie, qui sont très endommagées par la présence d'une fuite d'eau passée et qui ne permet pas raisonnablement de mettre les cloches en mouvement sans risquer de disloquer le beffroi. Sur la toiture du bas-côté nord, nous avons des infiltrations d'eau. La toiture est faite de dalles de pierre, mais qui sont couvertes de mousse. Alors, les dalles de pierre remplira assez bien leur rôle. Le problème, c'est que la mousse fait qu'il y a un phénomène d'éponge qui fait que l'eau reste sur cette toiture et finit par s'infiltrer dans les joints et par faire des infiltrations à l'intérieur de l'édifice. Au sud, c'est là où je voulais en venir en vous expliquant le doublement des bas-côtés dans la note historique. Il y a eu effectivement ce bas-côté qui a été doublé. Si vous observez la coupe, vous constatez que le vaisseau côté intérieur de l'édifice est légèrement moins élevé que le vaisseau côté extérieur, ce qui fait que l'eau, en fait, ne peut pas... Je ne sais pas si vous arrivez à voir la souris. L'eau ne peut pas, sur le plan, quand elle arrive sur le vaisseau intérieur, s'écouler directement vers l'extérieur. Ce qui fait qu'elle n'a pas le choix de transiter soit vers l'est, vers le transept, ou soit vers l'ouest, vers l'entrée de l'édifice, où elle ne trouvera de chaque côté qu'une seule évacuation d'eau. Et les évacuations d'eau, les voici, elles sont actuellement bouchées par les déjections de pigeons, ce qui fait qu'en fait l'eau stagne de manière importante sur ce vaisseau et finit forcément par rentrer d'une manière ou d'une autre dans la toiture. Alors il y a une membrane PVC qui a été mise en place pour compenser cet effet. Cette membrane est aujourd'hui à bout d'usage, elle a une durée de vie tout de même assez limitée. Voici donc l'état de la toiture du bas-côté sud. Donc on voit la présence importante des déjections animales qui posent des problèmes de stagnation d'eau. Et l'effet sur les voûtes, alors les voûtins ont été couverts d'un enduit au ciment qui est aujourd'hui complètement à bout d'usage et qui tombe. Et l'eau qui finit par se retrouver au sol et par dégrader les dallages de l'église. Sur le transept, alors ça se passe un petit peu mieux. Les transepts ont été recouverts de dalles en béton armé au début du XXe siècle. Le problème, c'est qu'au début du XXe siècle, on pensait que le béton armé était la solution miracle et qu'il était étanche. On sait aujourd'hui que c'est faux et que l'eau finit toujours par passer au travers et par finir par faire les dégâts qu'on a constatés dans les bas-côtés. Voici donc le plan de repérage au sol des infiltrations d'eau, vous voyez en vert clair, qui se retrouve donc un petit peu partout, sauf dans la nef qui a été restaurée il y a une dizaine d'années. Et les dégâts au sol, avec ici le repérage des dalles altérées. Un autre phénomène qui était au début de cette étude assez inquiétant, c'est l'état de la pile nord-ouest à la croisée du transept, au centre à côté de l'hôtel. Nous avons constaté des fracturations importantes sur cette pile, ce qui laissait craindre un défaut de structure, puisque cette pile elle reprend le poids de l'ensemble de la tour de la croisée du transept, les maçonneries aussi de la nef,
et du transept. Donc ça fait une masse très importante, elle est très surchargée. Voilà, vous avez ici les fracturations qui apparaissent, fractures verticales, qui laissent craindre une rupture en compression. Alors nous avons mené dessus une étude de statique graphique, ce qui a permis d'exclure, déjà c'est une bonne chose, un défaut de poussée des voûtes, c'est-à-dire que l'édifice n'a pas de malconception à l'origine. Il est stable en tant que tel, et si cette pile fracture, c'est qu'elle a une faiblesse, c'est-à-dire que les pierres à cet endroit sont moins résistantes que celles employées ailleurs, et on peut supposer aussi que le cœur de la pile, le mortier qui se trouve au cœur de la pile est peut-être un petit peu lessivé, ce qui ne lui permet pas d'exprimer sa pleine résistance. De petits défauts sur les vitraux qui sont globalement en bon état, hormis quelques casses ponctuelles, que vous voyez à gauche, et des lacunes, certaines pièces qui manquent. Pas très grave malgré les magnifiques décors qui sont dessus, puisque dans chacun des cas, les casses sont situées à des endroits où on sait que l'on peut restituer les décors qui ont été perdus. À l'extérieur, des protections grillagées sur les vitraux qui sont incomplètes, notamment sur les façades ouest et les façades est, il n'y a pas de protection grillagée, ce qui fait que les vitraux sont tout à fait à la merci de vandalisme ou d'un pigeon qui pourrait percuter un vitrail et engendrer des casses. Ailleurs, les protections grillagées sont dans un état assez inégal, avec certaines lacunaires ou endommagées, ou au moins inesthétiques, avec des éléments de structure qui passent devant les vitraux et qui gênent un petit peu la lecture. Mais là, on est vraiment à la mise en valeur et dans l'esthétique. Le projet de restauration, ce que nous avons étudié, c'est un projet de restauration complet, c'est la commande de diagnostic générale. Donc nous avons étudié la restauration totale de l'édifice, intérieur-extérieur, avec évidemment un phasage qui va se mettre en place pour répartir les travaux de restauration sur plusieurs années. Nous avons décomposé 12 phases. Une première phase d'intervention d'urgence, qui permet donc de faire notamment la dépose des statues qui a été faite il y a une quinzaine de jours, ainsi que certaines opérations préalables qui permettent d'assurer le bon déroulement par la suite. Et par la suite, nous avons décomposé 10 secteurs extérieurs, par ordre d'urgence, en commençant par les secteurs les plus endommagés, et surtout pour stopper l'évolution des désordres les plus importants. Et petit à petit, en travaillant sur l'édifice, en visant aussi à réfléchir à la répartition des installations de chantier, des échafaudages, on ne peut par exemple pas poser un échafaudage sur une toiture qui vient d'être restaurée. Donc la première phase, intervention d'urgence, qui nous concerne dès maintenant, avec la mise en dépôt des 16 statues les plus endommagées qui ont été mises au musée municipal, des sondages sur les pinacles sur lesquels on constate des fractures et qui demanderaient d'aller voir au cœur des maçonneries quel est l'état exact. Certaines pièces de charpente, donc dans le défaut notamment qui empêchent la mise en volée des cloches qui pourraient être réparées dès maintenant. Les parapets des sacristies et du chevet qui sont moisés, donc il faudra au moins refaire le moisage pour assurer la sécurité à moyen terme. En phase 2, nous avons mis la couverture du bas-côté sud, puisque c'est là qu'il y a les infiltrations les plus importantes, avec surtout l'origine des dégâts sur les décors du bas-côté sud et donc le risque d'aggravation des chutes de décors. Ce que nous avons proposé pour ce bas-côté sud, c'est une solution qui avait déjà été évoquée en 1905 par l'architecte Ruprecht Robert, et qui consiste à restituer en partie une disposition médiévale. C'est-à-dire que sur le vaisseau intérieur, comme vous voyez ici, qui est donc plus bas que le vaisseau extérieur, afin de permettre le bon écoulement de l'eau, nous proposons de restituer la pantille qui couvrait déjà l'édifice au XIIIe siècle pour évacuer l'eau directement par le chemin le plus court, c'est-à-dire vers le parapet extérieur, avec une étanchéité qui prendra la forme d'une couverture en plomb sur le bas-côté extérieur, afin vraiment de rendre cette toiture étanche et durable. Cela permettra aussi de remettre en service l'ensemble des gargouilles du bas-côté et de ne plus dépendre à chaque fois d'une seule descente d'eau pluviale ou d'une seule gargouille qui pourrait se boucher par des pigeons. Phase 3, la pile nord-ouest du transept, pour reprendre donc les fracturations qui ont été constatées. Alors, ça va être une opération un petit peu spectaculaire. Les travaux en soi ne sont pas très importants, puisqu'il s'agit surtout de remplacer les pierres qui ont été fracturées et de venir consolider le cœur de la maçonnerie par des injections de coulis chauds. Le problème, c'est que pour ce faire, il faut d'abord soulager la pile tout le poids des maçonneries qu'elle reçoit, ce qui veut dire venir mettre sur cintre l'ensemble des arcs et des voûtes qui reposent sur cette pile. Donc cela concerne tous les éléments localisés ici en bleu. Donc, vous voyez les nervures à proximité immédiate de cette pile, les grands arcs, ce qu'on appelle des doubleaux et des formerets, au contact de la pile, et les arcs-boutants à l'extérieur. Ce qui va demander donc une opération qui concerne surtout beaucoup d'échafaudage et d'installation de chantier, et finalement une reprise assez rapide une fois que ça sera mis en place. Nous continuons par la restauration de l'élévation du bas-côté sud, avec la consolidation définitive et le nettoyage et la mise en valeur des décors sculptés.
avec un dessalement, un retrait des algues et des mousses, le remplacement des pierres fracturées et la reprise des joints faits au ciment, qui seront refaits en chaux. À chaque fois, évidemment, quand nous travaillons sur les élévations, nous profitons des échafaudages pour réviser les vitraux. Et phase suivante, de la 5 jusqu'à la 11, concernant les élévations, avec différentes localisations en fonction de ce qui était le plus opportun, avec à chaque fois un nettoyage général des façades, le remplacement des pierres abîmées et la restauration des vitraux. Aussi, par cette occasion, la restauration des toitures, avec une révision de certains dispositifs. Nous avons vu sur le bas-côté sud, donc cette toiture avec cet appentis en ardoise, nous l'avons proposé aussi avec moins value en zinc pour faire un peu d'économie, si c'était possible, et la partie basse en plomb. Et sur les autres parties, les étanchéités qui sont révisées. Au nord, c'était donc des dalles de pierre qui couvraient l'édifice. Nous proposons d'une protection en plomb qui rendrait vraiment cette toiture étanche, c'est une époque d'aujourd'hui. Sur le transept, une solution plus économique, ce que vous voyez ici représenté en rouge, c'est-à-dire des étanchéités bituminées, puisque le transept, il n'y avait pas de co-visibilité, c'est-à-dire que les maisons qui donnent sur l'église ne peuvent pas voir le transept qui est plus élevé que les autres édifices. Et donc nous avons choisi une solution un petit peu moins esthétique, mais plus économique. La restauration ensuite de la toiture du chœur en fil plate à l'identique, de la croisée du transept. Toutes les autres parties sont restaurées en conservant les matériaux actuels. La dernière phase, une fois que l'édifice est totalement étanche, nous pouvons enfin travailler sereinement sur les intérieurs, en réparant donc les dégâts commis par les infiltrations d'eau, avec notamment ce que vous voyez ici en hachure rouge un peu partout, c'est la reprise des enduits sur les voûtins, c'est-à-dire sur les voûtes de l'église, avec un mortier de chaux et une restitution des couleurs, c'est dans le prolongement de ce qu'a fait Bruno de Caris, qui a découvert donc, des traces de polychromie. Nous nous inscrivons dans la même démarche qui est de rétablir les couleurs médiévales de l'édifice, avec la reprise aussi des dallages endommagés, ceux qui sont fracturés au sol. Et puis aussi une installation de confort avec la révision de l'installation électrique afin de la mettre en norme, d'assurer un meilleur éclairage et surtout d'assurer une meilleure sécurité du public avec notamment la mise en place d'une alarme incendie. Et j'en ai terminé pour vous détailler tout ça. Voyez comment c'est vécu. Merci beaucoup parce que c'était extrêmement clair et limpide pour qu'on comprenne bien les enjeux. Alors, ce qui est important, c'est en effet ce travail de diagnostic pour faire les travaux dans le bon ordre. Et en effet, parce qu'il y a une logique pour préserver l'édifice, de ne pas commencer par quelque chose qui pourrait être mis en cause par des travaux ultérieurs. Le montant global de chiffrage de tout ce que vous nous avez présenté est autour de 10 millions d'euros, je crois, sur l'ensemble. 10 millions d'euros, c'est pas peut-être allumer la lumière, si c'est possible. Allumer le lustre que nous retrouvions à la lumière. Donc le chiffrage global est aux alentours de 10 millions d'euros, sachant qu'on est sur un monument historique, et que donc bien sûr il y a des financements de l'État qui sont extrêmement importants. Globalement, mais ça peut être autour de 60% de financement de l'État, ce qui veut dire un financement pour la ville autour de 4 millions d'euros sur la période. Le sujet, c'est sur quelle période on engage ça. En tout cas, la décision que prend la municipalité, et dans le prolongement de ce qui avait été fait avant nous, c'est d'inscrire à travers notre plan pluriannuel d'investissement des travaux tous les ans et dans le bon ordre pour se dire qu'à horizon 2025-2027 à peu près, je pense que c'est sur une dizaine d'années qu'il faut envisager cela, l'église Notre-Dame serait entièrement restaurée avec des inscriptions pour nous qui sont déjà jusqu'à la fin de ce mandat inscrites pour le début des travaux. Voilà les compléments que je voulais apporter à votre présentation et je vous remercie pour sa précision et sa clarté. Y a-t-il des demandes de parole? Alors, Daniel Joubert. Juste une précision, dans le cadre du... Attendez, monsieur Bassard, Daniel Joubert et ensuite je vous donne la parole juste après. Le département peut participer aussi, puisque... Voilà, parce qu'il y aura, je pense, qu'on sélectionnera au niveau du département une ou deux
cause annuelle, enfin chaque année, grande cause. Donc j'espère que je pense que l'église de Bouvier sera au moins une année des grandes causes. Voilà. C'est quand même la plus belle du département. Absolument. Sans chauvinisme. Devant Bon, déjà, je vais répondre à M. Joubert. S'il fait bien son travail, on aura la subvention. Sinon, je pense qu'il aura été ouvert. D'accord, d'accord, monsieur D'accord. Secondement, est-ce que vous avez fait un sondage sur la pilasse qui s'écrase en fondation? Parce que ici, on est quand même sur un terrain assez sableux. Est-ce qu'il y a eu des sondages de fait? Monsieur Chapuis. Attendez, il faut que je... Voilà. Il n'y a pas eu de sondage de fait dans cette étude. C'est quelque chose qui avait déjà été décrit dans l'étude de Bruno de Caris et que l'étude statique a confirmé. C'est que la fondation n'est pas en cause sur l'édifice. Les désordres observés, donc, notamment sur la pile nord-ouest, qui est là où on observe un désordre qui pourrait faire penser peut-être à un tassement, les symptômes ne sont pas sur un tassement. Et l'étude statique révèle qu'il n'y a pas de surcharge de piles. C'est-à-dire que s'il y avait un défaut de fondation, il se remarquerait un petit peu partout sur l'édifice. Et l'évolution des désordres serait beaucoup plus grave que celle constatée aujourd'hui. Merci, M. Chapuis. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Rien sur l'opposition. Donc le sujet, c'est que je veux préciser aussi que nous avons déposé des statuts qui menaçaient de tomber. Comme parfois à l'époque des réseaux sociaux, on lit des choses qui peuvent être un peu fausses, les statuts sont conservés et seront restaurés et reposés le moment venu. Et elles sont aujourd'hui déposées dans les réserves du musée pour être en toute sécurité, protégées. Et évidemment, il ne s'agissait pas à la fois de prendre le risque que des morceaux tombent, c'était dangereux pour la sécurité publique, et d'autre part, le chantier de la rénovation du parvis crée des vibrations, et c'était aussi dangereux pour les statues. Voilà. Donc c'était à la fois dangereux pour les personnes physiques et pour les personnes en pierre. Voilà. Demande de parole? Merci. Oui, comme vous parlez du chantier du parvis, j'ai juste une question très concrète. On voit que vous enlevez les pavés qui sont juste devant. Est-ce que vous allez les remettre après? Parce que sur le plan qu'on voit, on les voit pas. Donc, comme ça, je viens là pour la prochaine délibération où vous parlez de la valorisation du patrimoine, ça en fait partie, les pavés devant l'église, je dirais. Donc, question toute simple. Eh bien, réponse tout aussi simple. Donc, quand vous voyez les plans, en fait, vous avez deux choses. Vous avez un dallage qui sera le dallage que vous voyez sur la cour de Créteau, puisque ce sera le même dallage. Et en revanche, devant l'église, et devant, si vous partez en fait de tout le pourtour du Notre Hauteur, vous faites l'église et vous allez jusqu'à l'autre côté. Vous aurez du pavage. Alors, ce ne sera pas les pavés à retirer, ces pavés retirés, ils datent de 1954. Ce sont des pavés en fait qui ne sont pas, parce qu'on a eu cette discussion et cet échange, encore cet après-midi lors d'une réunion de chantier avec Jacques Bidot. En fait, ces pavés-là, ils ne sont pas assez lisses, c'est ce qui fait que c'est des problèmes pour l'accessibilité et des problèmes aussi, même pour les talons, c'est pas évident. Et en revanche, c'est les pavés que vous avez aujourd'hui devant le trotteur et qui seront, ce sera ces pavés-là et juste devant l'église et de l'autre côté. Donc vous avez deux aspects esthétiques et après vous avez le dallage. Voilà. Ah ben, écoutez, c'est une surprise, vous ne réutilisez pas, alors, je ne sais pas, il y a le service des Beaux-Arts, normalement, il faut réutiliser les pavés des matériaux qui sont enlevés. C'est pas les pavés d'origine du tout, hein. C'est les pavés en 1954. J'étais dans le bâtiment, j'ai eu affaire avec eux, c'est bon, ça marche. Hein. En 1954, monsieur Bassard. Et ces pavés-là, en fait, ils sont un peu cabossés. Ils ont une histoire. Hein, vous aussi, monsieur Bassard, vous avez une histoire, et on va vous garder. Qui sont les anciens, quand même plus de cachets, on vient voir, on vient visiter, on peut quand même faire un parvis avec des pavés. Mais il y aura des pavés, monsieur Bassard. Oui, mais je viendrai pour l'inauguration. Mais j'ai déjà vu, je vois déjà ce que ça va donner, ça va être triste, c'est pas beau. Voilà, ce sera beaucoup moins bien que ce qu'il y a aujourd'hui. Écoutez, monsieur Chapuis, s'il n'y a pas d'autres questions, merci pour ces éléments et cette présentation. Oui, c'était vraiment extrêmement instructif et on présentera au fur et à mesure les travaux que nous allons engager tout au long des années qui viennent. Merci et nous vous libérons. Délibération suivante, elle concerne, dans le cadre de l'urbanisme, un appel à projet et l'autorisation
l'autorisation pour le maire et la municipalité de répondre à un appel à projet qui a été lancé par la région Normandie autour de la mise en valeur du bâti de la reconstruction. Alors, quelle est l'origine de cet appel à projet? Nous avons en Normandie, région qui a été particulièrement touchée par les bombardements et par une période importante de reconstruction après la guerre, dans les années 50 et jusque dans les années 60. Un patrimoine dont le plus emblématique est celui du Havre, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et une problématique particulière se pose notamment pour les villes dites moyennes de Normandie, qui ont sur ce patrimoine et sur ce bâtiment de la reconstruction des problématiques qui sont liées à l'énergie et à la consommation d'énergie, qui sont liées aussi à des sujets spécifiques sur les copropriétés, sujet sur lequel travaille notamment Caroline Rouzé dans le cadre de sa délégation d'adjointe à l'urbanisme. Et puis en même temps, c'est une particularité et un élément fort de l'identité de la Normandie que c'est l'architecture de la reconstruction. Nous avons à Louviers ce bâti de la reconstruction et j'ai proposé au président de la région que la région Normandie puisse mener une action ambitieuse à ce sujet et que l'on puisse réfléchir globalement sur le long terme sur comment revitaliser notamment les centres-villes de la reconstruction. Et dans ce cadre-là, la ville de Louviers avec la ville de Vire, en Basse-Normandie, ont été choisis pour être 2 villes pilotes pour mener et animer cette réflexion. Il y a notamment un groupe qui s'appelle le G22 des villes moyennes de Normandie, mais qui sont des villes qui sont dotées de fonctions de centralité, qui se réunissent régulièrement avec, pour que la région puisse apporter des soutiens spécifiques aux problématiques des villes dotées de fonctions de centralité. Et dans ces villes dotées de fonctions de centralité, certaines ont ces problématiques sur l'habitat de la reconstruction. Et la délibération qui vous est proposée, et l'appel à projet qui est proposé par la région, il s'inscrit pour nous, Ville de Louviers, dans une démarche plus large, qui est une vraie démarche de réflexion sur l'urbanisme, que nous avons engagée avec notamment le travail mené par des étudiants de Sciences Po et qui avait été présenté dans le conseil municipal il y a plus d'un an, c'était je crois le 4 juillet 2016, et qui vise à penser la ville durable d'ailleurs, je le dis à l'intention de M. Fraisse, mais penser la ville en termes d'architecture et de durabilité de la ville, pour aussi mettre en valeur ce patrimoine. Et on a le projet Cœur de Ville, mais on a aussi toute cette valorisation. Et ce qui est proposé dans l'appel à projet qui est présenté, c'est à la fois des études techniques sur le bâti privé de la reconstruction, ce qui est un travail de long terme, hein, parce qu'il y a à la fois les façades, mais il y a aussi, si vous prenez la rue du Général de Gaulle et la rue du Matré, vous avez toutes les copropriétés qui ne sont pas gérées, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas d'association de copropriétaires. Et donc il faut que la ville puisse convaincre les copropriétaires de les créer, après d'abonder et de favoriser des financements. C'est aussi des actions qui se mettent pas seulement au niveau de la ville de Louviers, mais avec des concours aussi d'agglomération et des concours qui peuvent être évidemment ceux de la région. On a un pouvoir de contrainte au regard du pouvoir de police du maire uniquement s'il y a péril ou si on a deux méthodes possibles, hein, soit on incite fortement, soit on contraint, soit on fait rien. Là, l'idée, c'est de pouvoir inciter fortement et à travers les façades et les copropriétés. Il y a tout un travail aussi qu'on peut mener, et ce sera dans l'appel à projet, dans la réponse de la ville de Louviers, qu'on doit remettre en 1er septembre, un travail sur l'éclairage patrimonial. Et ça va s'inscrire complètement dans le plan lumière que nous lançons, puisque le plan lumière qui est en train de se mettre en place avec pour l'instant l'étude technique qui est en train d'être faite, c'est à la fois un plan de rénovation technique de tous les, en gros, le matériel d'éclairage public de la ville pour passer au LED, pour avoir des horloges qui soient beaucoup plus justes, pour pouvoir baisser en intensité, pour pouvoir vraiment faire du sur-mesure. Et en même temps, on va présenter là un volet sur l'éclairage patrimonial. Et c'est une réflexion que je souhaite que l'on puisse mener avec l'architecte des bâtiments de France au regard de notre patrimoine à Louviers. Et donc, ce troisième sujet, et ça ce sera dans le prolongement des premières esquisses et études qui avaient été présentées par Sciences Po, il y a tout un travail qu'on peut faire sur les cheminements, sur la mise en valeur de la rivière, de l'Eure à Louviers, sur les aménagements urbains. Et là aussi, ça vise à être sur du qualitatif et sur des projets vraiment d'amélioration de l'environnement. À cela, on souhaite essayer aussi d'inscrire notre action avec
démarche assez moderne pour montrer les continuités pour Louviers. Et c'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec le musée à la mise en place d'une exposition au musée de Louviers pour la fin d'année 2018, une exposition participative sur Louviers hier, aujourd'hui et demain. Et l'objectif, c'est de montrer des scénarios possibles, d'avoir à la fois des photos, pourquoi pas des vidéos. Je vais en contact avec l'Institut national de l'audiovisuel pour aussi retrouver des vidéos de Louviers au moment de la reconstruction, et de présenter, en partant de ce qu'avait fait Sciences Po, puisqu'il avait fait des panneaux avec des scénarios sur les places. Alors on va être plus large que le seul bâti de la reconstruction, mais de repenser l'urbanisme dans une vision de moyen et de long terme, et que les habitants de Louviers puissent aussi donner leurs sentiments, leurs idées, et qu'on imagine vraiment une exposition participative à la fois au musée, mais aussi, et on verra, et c'est la raison pour laquelle on va solliciter des financements dans le cadre de cet appel à projet, aussi sur le numérique, pour pouvoir faire participer plus largement à travers Internet tous ceux qui s'intéressent à ces sujets d'urbanisme. Donc voilà l'enjeu. On va être accompagné par un cabinet qui nous avait accompagnés avec Sciences Po, mais qui avait déjà travaillé depuis longtemps à Louviers, puisque c'est un urbaniste qui avait travaillé sur Maison Rouge notamment, donc il connaît bien Louviers. Et l'idée, c'est à la fois ponctuellement là, de pouvoir présenter une réponse à cet appel à projet, avec des choses qui peuvent démarrer assez vite, et des choses qui ont des rythmes plus lents parce qu'il y a du travail juridique à faire derrière cela. Et puis, au-delà, que Louviers puisse être identifié en Normandie avec Vire comme une ville qui conduit une réflexion et qui va la partager avec d'autres collectivités. Et je réfléchis à la création d'un label Ville de la Reconstruction, car ça n'existe pas. Il y a aujourd'hui un label décerné par le ministère de la Culture qui est Patrimoine du XXe siècle. Et on va regarder si à l'intérieur de ce label Patrimoine du XXe siècle, on peut avoir une déclinaison sur les villes de la reconstruction. Donc c'est quelque chose qui est important à la fois pour l'identité, pour l'affirmation de Louviers, pour sa notoriété, et qui va avoir pour ambition aussi d'améliorer la vie quotidienne des Auvergnats à travers les aménagements que nous allons pouvoir réaliser. Voilà ce que je souhaitais dire en amont. Je ne sais pas si permet de poser sur les copropriétés notamment, parce que c'est un sujet sur lequel ma réflexion est engagée depuis quelques temps. Vous nous éclairez peut-être plus précisément sur cette problématique précise. Bonsoir. Donc effectivement, la difficulté d'aujourd'hui, c'est que sur les deux rues qui sont concernées par la reconstruction, l'ensemble des appartements sont bien les uns à côté des autres, constitués comme des lots de copropriété, mais il n'y a aucune organisation, c'est-à-dire que personne ne gère les parties communes, les différentes problématiques de parking, de poubelles. On parlait tout à l'heure de la partie de tout ce qui était salubrité, et ça pose des soucis puisque évidemment il est difficile pour les copropriétaires de se réunir tous ensemble au vu du coût que ça peut représenter, au vu de la difficulté de s'entendre à plusieurs sur le nombre d'appartements qui sont aujourd'hui concernés. Et puis la difficulté aussi, c'est que la distinction entre les parties communes et les parties privatives aujourd'hui ne répond pas du tout aux normes actuelles d'une copropriété classique. Donc il y a effectivement un gros travail à faire sur les aménagements, ne serait-ce que les accès aux appartements qui sont aujourd'hui pour la plupart entre guillemets lésés parce qu'il faut passer par les magasins pour accéder aux appartements. C'est une difficulté pour les locations notamment, et puis pour effectivement rendre la copropriété vivable avec les normes actuelles, que ce soit en fonction des problèmes d'accessibilité ou des problèmes tout simplement d'accès aux appartements, comme je l'ai dit. Donc ce programme de la reconstruction et le projet qui est donné par la région va pouvoir permettre effectivement de régler, si ce n'est pas tous les problèmes, en tout cas de remettre aux normes et en forme les copropriétés actuelles. Merci beaucoup. Les demandes de Monsieur Fraisse ou Monsieur Lassard? Monsieur Lassard. Non, mais je vous souhaite bien du plaisir, parce qu'en 1995, on avait déjà, avec Franck Martin, eu cette idée-là, puis on avait déjà eu pas mal de problèmes avec les propriétaires. C'est un peu comme le Clos Morlaix. Il faut que les copropriétaires trouvent leur intérêt. Et après, on a un dispositif financier qui doit
alléger la charge financière. Et quand on divise par le nombre de copropriétaires, parce qu'il ne faut rien vous cacher, on a commencé à prendre des contacts, notamment sur la rue du 8 mai. Ce n'est pas des coûts exorbitants au vu du nombre de copropriétaires, surtout si vous ajoutez des aides. Donc après, ce qu'il faudra bien mesurer, c'est faire les diagnostics, savoir combien ça coûte, et regarder à quel montant on peut faire porter le soutien public entre la ville, entre l'agglo, entre la région. Mais je pense que c'est des investissements qui sont très importants en termes d'embellissement du patrimoine. Et que là-dessus, il ne faut pas hésiter, parce que c'est... Voilà, quand vous passez de la rue du Général de Gaulle à la rue du Mattray, on va refaire la rue du Mattray, il faut... Alors, la seule chose qu'on ne maîtrise pas complètement, c'est le calendrier. Ou alors on impose, mais je pense qu'on peut trouver des voies de discussion avec les copropriétaires. Il faut déjà faire en sorte qu'il y ait des structures juridiques pour que ça se fasse. Donc c'est une très bonne idée de vouloir mettre en valeur et d'améliorer la reconstruction de la ville. Mais il ne faudrait pas cependant que ce que vous appelez attractivité ne soit que du cosmétique. Parce que embellir, c'est bien beau d'embellir, mais ça reste de la façade. Après, si c'est tout beau à l'extérieur. Il y a la rénovation énergétique. Hein. Oui, justement, j'y viens entre autres. Donc il ne faut pas se contenter effectivement d'embellir les façades, mais il faut aussi penser à les isoler, parce que pour notre avenir c'est important. Il ne faut pas seulement décorer les rues, mais il faut aussi essayer de les libérer du tout voiture. Et avec la pollution associée, on voit que ça ne fait pas du bien non plus à l'église de Notre-Dame. En encourageant efficacement et fortement la marche à pied et le vélo, c'est pareil, il ne faut pas faire que du cosmétique en disant on vous a mis un petit truc par là, ça y est, vous pouvez rouler à vélo. On pourra mesurer l'efficacité des politiques piétonnes et cyclables quand on verra qu'il y aura beaucoup de piétons et de vélos dans la ville. Pensez à la végétation et aux arbres qui sont de bien meilleurs parasols que de halles et qui ont l'avantage d'agréger les particules fines et de consommer du CO2. Donc là, un petit aparté aussi, en rapport avec la CAS, je suis aussi le seul représentant de Louviers pour la commission eau, milieu naturel, espace vert. Au niveau de l'éclairage, c'est bien beau de vouloir tout éclairer, mais il faut aussi penser aux économies d'énergie, donc il ne faut pas en abuser non plus. Éclairer les choses en plein jour, c'est pas forcément intéressant. Éclairer en plein milieu de la nuit, c'est pas non plus forcément intéressant. Il n'y a pas un public énorme qui regarde le bâtiment après minuit. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que cette nouvelle reconstruction, il faut qu'elle soit digne du XXIe siècle. Elle le sera, Monsieur Fraisse. J'ai oublié de vous voulez rajouter un point. Oui, les travaux au cœur de ville vont d'ailleurs y participer, puisque un certain nombre de places vont être en zone de rencontre. Donc limitation à 20, priorité aux piétons, priorité au vélo. Les véhicules auront évidemment leur place, mais vous en connaissez bien entendu tout le fonctionnement. Donc c'est la politique qu'on va continuer de développer. Avec la création aussi cette année de pistes cyclables qui sont complètement dédiées au vélo. Monsieur Fraisse. Oui, pour l'instant, je suis obligé de vous faire confiance sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas réellement été l'association, enfin là je parle de la change de casquette, mais l'association d'usagers du vélo n'a pas réellement été consultée. On a pu émettre des avis, mais on n'a aucun retour de ce qui... Alors sur les pistes cyclables, parce que moi j'ai fait un point avec l'agglomération vendredi dernier. En fait, c'est parce que pour l'instant, il faut qu'on regarde les études pour ne pas faire des pistes là où on va faire des travaux. C'est ça le sujet. La réflexion elle est sur le boulevard Joffre. Et après, il y a une réflexion sur le boulevard Clémenceau. Mais le boulevard Clémenceau, là où on a une hésitation à ce stade, c'est que si on veut le requalifier à moyen terme pour le refaire, y mettre des arbres, peut-être. Là aussi, hein, il y a des idées de projet, ça coûte un peu d'argent et on ne voudrait pas dépenser de l'argent pour faire des pistes cyclables qu'il faudrait démolir pour refaire quelque chose un an après. C'est ça l'idée. Donc la réflexion aujourd'hui, elle est sur Joffre et il y aura une réflexion aussi sur le boulevard de Trône, une fois que tout sera fait sur la réhabilitation des chaînes. Et surtout le plan de circulation en centre-ville, ça c'est pareil. Non, c'est en cours en ce moment, c'est normal qu'il y ait une consultation parce que ça n'a pas vraiment encore commencé sur le plan de circulation parce que ça c'est lié aussi pas mal à la place Torel. Et qu'on termine les études sur la place Torel et qu'en fonction de ça, on va avoir des réflexions et là il y aura de la concertation là-dessus, mais c'est encore un peu tôt, enfin c'est dans les tout prochains mois, mais c'est encore un peu tôt aujourd'hui. Mais ça nous oblige à revoir des sens de circulation à partir de la rue du 11 novembre, et puis sur voilà, une partie
avec notamment l'aménagement du parvis, on pourra aussi réfléchir à une modification des plans de circulation, puisqu'on ne pourra plus tourner directement devant l'église, puisque voilà, cette partie-là sera fermée, et donc on va inverser des sens de circulation depuis la rue Perrin-Desfrance pour quand même permettre un accès à la rue Luquet, pour faire en sorte que la rue Luquet soit aussi irriguée par la nature, bien par les véhicules. Mais est-ce que vous pouvez faire confiance pour que la concertation ne se limite pas au choix de la couleur du banc à la fin quand tout est fini? C'est ça. Vous pouvez faire quelque chose. Vous savez, je crois qu'on est la seule commune, et d'ailleurs l'architecte qui est venu pour l'inauguration de la halle, dit qu'en gros, il avait rarement vu des concertations où les projets changeaient en fonction de la concertation. Le projet de la halle, il a évolué assez sensiblement, un projet architectural, du fait de la concertation. Donc, pas là pour faire des concertations de façade. Après, il y a un moment où il faut juste prendre des décisions arbitrées. Voilà, ça c'est aussi drôle, hein, et c'est ça la démocratie représentative. Mais on n'est pas sur des concertations de façade. Enfin, on peut concerter les façades, mais les concertations n'est pas de façade. Oui, je voudrais quand même dire un mot aussi. Le tour vélo, c'est bien gentil, mais si vous interdisez les véhicules de venir au centre-ville, ils vont faire leur commission ailleurs. Mais on les interdit pas, c'est ça. Oui, mais si on a fait de place pour se garer, mais il y a des places pour se garer, ils diront c'est tous les supermarchés. Hein. Sous la halle, il n'y a que 4 places de moins que 2 places de moins que précédemment. Parce que sur le parvis, on vient faire les courses à pied. Hein. Et sur le parvis de l'église. Oui, vélo. Et sur le parvis de l'église, on a fait aussi attention en termes de stationnement, parce qu'on a la chance d'avoir une vie commerçante. Vous voulez que je vais terminer, monsieur Lassard. Voilà, donc voilà pour cette délibération sur l'appel à projet vide de la reconstruction. Donc il vous est demandé d'autoriser de présenter la candidature de la ville de Louis à cet appel à projet, vous aurez assigné tous les documents liés à cet appel à projet. Sur cette délibération, y a-t-il des oppositions? Non, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante qui concerne le logement, et ça concerne la dénomination de voie pour le futur lotissement du domaine de la forêt, et c'est Jean-Pierre Duvernay qui a la parole. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Bien, dans le cadre du lotissement du domaine de la forêt, il y a 2 lots et il y a donc 2 rues à déterminer. Et je vais vous proposer ce soir 2 noms de rues. La première, Julie Victoire d'Aubier, pour le lot numéro 41, et la seconde, rue Eugène Boutier, pour le lot numéro 42. Je voudrais quand même préciser pour nos amis qui nous regardent à la caméra, hein, que Madame Victoire d'Aubier, donc 1824-1874, est donc née en 1824 à Vin-les-Bains dans les Vosges, et la dernière de 8 enfants. Et le 17 août 1861, elle obtint son baccalauréat avec la mention honorable. À 37 ans, elle est donc la première femme bachelière. C'est un grand pas pour l'amélioration des droits de la femme dans la société. Et il faudra encore attendre plusieurs mois que l'impératrice Eugénie intervienne dans sa faveur avant d'obtenir son diplôme. Je constate, comme beaucoup, qu'on dit toujours que c'était mieux avant. Eh bien, je crois quand même que là, c'est quand même un peu mieux maintenant. Parce qu'elle a continué ses études de lettres, et malheureusement, à l'époque, les femmes ne sont pas autorisées à suivre les cours à l'université. Elle doit donc s'instruire et réviser seule. Elle sera diplômée en licence de lettres le 28 octobre 1871. Son engagement en faveur de l'enseignement lui vaudra l'honneur de rencontrer Jules Ferry. Elle consacra sa vie à la lutte pour les droits et l'émancipation des femmes et se trouve être une des premières féministes françaises. Elle meurt en 1874 alors qu'elle prépare un doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine. Et pour le lot numéro 42, la rue Eugène Boutier, 1908-2002, qui est un artiste peintre levérien. Il a exercé son art, peinture à l'huile, surtout à travers des paysages normands et bretons, mais aussi des portraits des natures mortes. Il était également dessinateur et s'adonnait particulièrement à la caricature, restant de ses 5 années de captivité, 1940-1945, en Allemagne puis en Tchécoslovaquie. Il exposa au Grand Palais, à Rouen et dans diverses villes normandes, dont Louviers, Vernon, Bernay, ainsi qu'en Allemagne et en Tchécoslovaquie. Il a réalisé de nombreux portraits et un buste en terre lui vaut le prix Reichenberg en Bohême. Sociétaire des artistes indépendants normands, Eugène Boutier a une histoire liée à notre commune, voire à notre terroir même. Donc il vous est proposé ce soir de porter la nomination de ces 2 noms de rues, si vous en êtes d'accord.
Y a-t-il des questions? Merci. Oui. Oui. Allez-y. Rappuyer, attendez. Alors, c'est pas sur ces noms de rue là précisément, mais comme tout à l'heure, on a fait un hommage à Madame Veil, est-ce qu'il serait pas souhaitable de penser à lui octroyer un nom de rue ou pourquoi pas la maison de santé qui est en train de se préparer? Voilà, c'est juste une suggestion. Écoutez, alors ça fait partie, évidemment, vous imaginez qu'on s'est posé la question, mais il aurait été un peu inélégant à l'égard des femmes qui ont été choisies pour les appellations de lotissement de se faire passer devant par Madame Veil parce qu'elle nous a quittés vendredi. Ça fait bien sûr partie. Je sais que beaucoup de collectivités l'ont fait. Pour tout vous dire, j'ai toujours un peu de réticence à faire ça dans la facilitation. Je sais bien, oui, non, j'ai bien compris. Hein. Mais je trouve que votre proposition sur la maison médicale est une bonne idée. Votre proposition sur la maison médicale est une bonne idée. Voilà, ben, à vous, mesdames, votre proposition est une bonne idée, donc pourquoi pas la proposer, en effet, c'est une très belle idée. Voilà. Vous voyez que, et je dis aussi, je ne sais pas, enfin, c'est ça qui est bien dans un conseil municipal, c'est qu'à un moment on peut échanger, partager et se mettre d'accord aussi, mais c'est en effet une très bonne idée. Alors, on va mettre au voie, sauf s'il y a d'autres demandes de parole, cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Délibération suivante, c'est Jacques Midot, toujours sur les terres à maison dans les Normandies, la réalisation du lotissement de la forêt sur la question de l'extension du réseau électrique. Oui, donc vous avez presque tout dit, monsieur le maire. Il n'y a plus qu'à donner le montant. La présente délibération prévoit le montant pris en charge par la ville pour la réalisation de ces travaux à Enedis, à savoir 18 297 €. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, je constate que vous avez fait cette remarque que vous aviez vendu le terrain pas très cher. Alors, est-ce que vous aviez déjà prévu ce prix-là dans le prix du mètre carré? Et d'autre part, il y a un syndicat d'électricité. Comment ça se fait que c'est pas lui qui intervient sur cette affaire? C'est privé. Parce que ça ne rentre pas dans ses compétences. Et concernant les sommes qui ont été évidemment qui ont fait l'objet de la vente des terrains, bon, c'est deux opérations distinctes, monsieur Lascar. Non. Bon. Alors vous avez expliqué. Attendez, on ne vous entend pas, c'est dommage. C'est pas de ma faute si ça marche pas. Mais je suis désolé. Non, mais je dis, quand on prévoit un lotissement, on doit quand même s'assurer qu'il va y avoir assez de fourniture de courant pour les occupants. Alors ça doit être prévu dès que vous faites un lotissement. Moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire la promotion un peu. On se renseignait avant parce que ça coûte cher, hein, les transferts électriques. Donc on l'a incorporé dans le prix de vente. Ici, vous ne l'avez pas fait. C'est ça que vous ne l'avez pas fait. Ben, on suit l'avis des domaines, mais ce que je vous propose, M. Massard, c'est qu'en 2020, vous deviennez maire de Louviers, et comme ça, les contribuables sont bien mieux protégés. Il y a certaines contraintes, hein, je comprends les temps, mais il y a certaines contraintes en rapport avec la prise en charge ou non de ces frais qui concernent déjà une distance entre le dernier poteau électrique et l'endroit où se situe le poteau. Bon, on peut rentrer dans le détail un petit peu plus, parce que M. Lassard, si ça vous intéresse, mais bon, vous avez compris, bah, écoutez, c'est une bonne chose. Alors, on va pas faire des jeux de questions-réponses tout le temps. Est-ce qu'il y a des... un mot rapide, vous n'avez pas la parole. En plus, je peux carrément avec M. Martin. Ça, c'est vrai. Bon, mais c'est moi ici qui donne la parole. Vous m'avez lancé une perche là, en disant en 2020, si je devenais maire, je vous dirais si j'étais maire, il y aurait moins de délinquance à Louviers. Très bien, il y avait un mois en fait déjà. Alors, juste un point par rapport à ce qui a été dit, c'est un point d'information, mais sur les lotissements. On a fait une réunion il y a 3 semaines avec les habitants du lotissement des Rives de Louviers, qui est à côté de Saint-Philippe-de-Vert. C'est un sujet important parce qu'on a acté le principe de la rétrocession à la ville des parties communes en fait, de ce lotissement. Parce qu'on a des problématiques avec des personnes qui ont fait l'acquisition de leur maison.
à un moment donné, donc ça date il y a une trentaine d'années à peu près, et il se trouve que toutes les parties communes relevaient du domaine privatif. Donc la voirie, l'éclairage, sauf que les personnes qui ont fait cette acquisition n'avaient pas les moyens forcément pour prendre en charge cela. Donc nous avons accédé à leur demande, un dossier qui traînait, dans un souci d'équité et de justice, c'est-à-dire que désormais, c'est la commune qui prend à sa charge la voirie et l'éclairage public, parce qu'après tout, ce sont des habitants comme les autres et ils n'ont pas à faire les frais d'une situation juridique pour laquelle ils ne sont pas pour grand-chose. Et donc on a intégré dans le domaine public ces parties communes, de même que c'est le cas de ce qu'on a fait à Maison Rouge, par exemple, avec les conventions tripartites sur l'entretien, par exemple, des espaces verts, etc. Mais donc vous voyez que quand on est dans un lotissement, on n'est pas pour autant forcément en domaine totalement privé partout et qu'il y a des obligations de... En espèce, on n'était pas obligé de le faire sur la ville de Louviers, mais ça nous semblait être un non-sens que de ne pas offrir cette prestation à tout habitant. Ce sont des habitants qui payent des impôts locaux, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas l'éclairage public via la collectivité. Donc je vous propose de vous prononcer, qui vote contre. Alors, non, vous l'avez déjà vu, monsieur Bassin. On va passer au vote. Et monsieur Duval voulait apporter une interview parce que vous avez interrogé sur le siège. Donc, monsieur Duval va vous répondre sur le siège et après on va passer au vote. Oui, merci monsieur le maire. Oui, je voulais répondre à monsieur Bassin au sujet du siège, puisqu'il est attaqué, comme je représente le siège aussi à la ville et à la case. Je vous rappelle que dans une opération de lotissement ici, c'est une opération de service public, et que de tout renforcement de réseau, il y a une part qui est à la charge de la commune, et l'autre part qui est à la charge de Enedis, ex-EDF. Et c'est bien décrit dans la délibération, les deux parts qui prennent bien à leur charge ce qui leur incombe. En aucun cas, c'est au siège de participer au renforcement de réseau. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante sur les aménagements qualitatifs. Monsieur Bassin, il y a une règle, on fait une question. Vous abstenez, pardon, c'est dommage, j'ai pas vu. Abstention de monsieur Bassin et vote pour les autres. Je peux pas voter, aussi. Si, vous avez le droit de voter, monsieur Bassin. Délibération suivante, monsieur Guido sur les aménagements de loi. Je ne suis pas méchant, si vous voulez dire quelque chose, je ne peux pas en... Allez, monsieur Guido. Alors, là, c'est la case qui lance sa procédure de renouvellement de son marché de travaux de réfection et d'entretien des voiries. Il est proposé, afin d'optimiser les coûts, de constituer un groupement de commandes dans lequel s'inscrit la ville. Donc, je vous demande d'approuver la participation de la ville à ce groupement de commandes. Avez-vous des questions? Je vous propose de voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, je vous la présente. Alors ça, c'est une délibération sur quelque chose sur lequel le conseil municipal avait déjà délibéré, mais dans un autre cadre juridique qui concerne en fait le marché de mobilier urbain publicitaire à Louviers. Alors, vous vous souvenez qu'on avait eu une délibération avec le choix d'une entreprise, et après le vote de cette délibération, il se trouve, donc c'est le choix qu'on a fait après coup, sans avoir notifié le marché. Donc nous n'avons pas encore notifié le marché, et il se trouve que l'agglomération Seine-Nord a décidé de faire un groupement de commandes sur ce sujet-là. Et il nous a semblé, on a hésité, mais il nous a semblé que même si nous avions présenté une délibération au conseil municipal, dès lors que l'agglomération s'engageait dans la voie du groupement de commandes, il était plus judicieux pour la ville de participer à ce groupement de commandes. Nous n'avions pas encore notifié le marché, et donc l'idée, c'est que cette approche plus globale via le groupement de commandes, elle présente deux avantages. Le premier, c'est une plus grande complémentarité en matière de contenu et de support d'affichage pour réfléchir à l'échelle de l'agglomération, parce qu'en fait l'agglomération lance un marché à la fois sur ce qu'on appelle les totems d'entrée de commune et d'entrée d'agglomération, et en même temps l'agglomération va lancer aussi une commande sur les équipements de l'intercommunalité. Et pour nous, ça va notamment concerner Caseo. Et l'agglo a sollicité des communes, et donc je crois que c'est le cas de Pont de l'Arche qui a dit oui, Val-de-Reuil, je n'ai pas très bien compris s'ils étaient dedans ou pas à ce stade. En tout cas, l'idée c'est que ça aille quand même assez vite, mais que si vous avez oublié Pont de l'Arche, l'agglomération Seine-Nord, évidemment, vous êtes en position plus de force vis-à-vis des entreprises qui sont susceptibles de répondre, parce que vous avez aussi, pour ces entreprises qui sont susceptibles de répondre, un potentiel plus important d'harmonisation du mobilier sur l'ensemble du territoire, et qu'il y a
une dimension aussi esthétique de pouvoir avoir un mobilier similaire plutôt que chaque commune qui décide d'entrer dans cette démarche-là ait son propre mobilier. Voilà la raison pour laquelle, dès lors que le marché n'avait pas été notifié, nous vous proposons cette délibération qui vise à autoriser la participation de la ville de Louviers à la consultation groupée avec l'agglomération Seine-Neuve et également de déclarer sans suite la précédente consultation. Allez, j'ai oublié une délibération, c'est deux. D'accord, moi j'ai sauté ouais, on va faire celle-là et on revient après. Donc, sur cette délibération, y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Fass. C'est la 2-6. La 2-6 qui s'intitule Installation et exploitation de mobilier urbain publicitaire, consultation groupée, autorisation. Et qui est page 137 de votre dossier. Alors, monsieur Fass, vous avez la parole. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de reporter la réflexion au niveau communautaire. Et ça sera aussi une occasion de se poser la question de la limitation de la publicité dans l'espace public. Voilà. De se reposer la question, parce que la publicité, elle n'a pas envahi l'espace public. En général, c'est encore de l'incitation à la consommation qui n'est pas compatible avec un avenir durable pour tout le monde. Merci pour la constance de vos positions, M. Fraisse. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? S'il n'y en a pas, je me vois. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Alors, désolé pour les deux délibérations, Jacques Milo. Donc, délibération sur les. On commence sur la réflexion d'entretien correct, c'est celle-là. Voilà, c'est ça. Donc, il nous est proposé de renouveler la méthode mise en place en 2015 et 2016 avec l'agglomération pour la réalisation des petits travaux de voirie qualitatifs, tels que par exemple en 2017 des aménagements de sécurité aux abords de l'école Salengro. Cette méthode permet de gagner en réactivité plutôt que de devoir passer une délite pour chaque opération, d'autant que cela ne concerne que de petites opérations pour un montant maximum de 50 000 €, donc une participation de la ville à hauteur de 17 000 € pour ces opérations. Voilà une opération de sécurité qui va concerner une école, l'école Salengro, dans les semaines qui viennent. Avec des questions. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. C'est pour moi. C'est Pierre. Puis la décision, donc on passe aux affaires financières avec la décision modificative numéro 2 au budget évolutif. Oui, bonsoir. Donc, décision modificative budgétaire numéro 2 pour l'année. En fait, nous avons 4 éléments qui sont venus impacter le budget, mais l'effet global est aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Alors, d'une part, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communautaires connaît une augmentation, pour nous indiquer une augmentation de 42 000 € de celui-ci. Mais étant donné que la case a un dispositif de neutralisation du fonds de péréquation, donc l'effet est nul. C'est la case qui va compenser ces 42 000 €. Par ailleurs, en section d'investissement, ça fait déjà 6 mois donc, que le programme d'investissement est en exécution. Il y a des transferts internes qui sont sans impact, si ce n'est une nouvelle opération quand même qui a été lancée, on a parlé tout à l'heure, qui est la ville de reconstruction, qui est dotée d'une enveloppe de 24 000 € pour permettre le financement du plan d'action stratégique. Dans le cadre d'un appel donc, un projet lancé par la région, ainsi que M. le maire vous l'a présenté tout à l'heure. Enfin, un emprunt contracté cette année nous impose une petite modification au niveau du plan d'amortissement trimestriel qui a un impact de 10 000 € sur le chapitre frais financiers. Mais l'ensemble de ces mouvements, dépenses et investissements est neutralisé en fait par une hausse de 41 000 € au niveau de la taxe d'urbanisme. Donc je vous propose déjà, est-ce que vous avez des questions? Peut-être juste un petit mot, Pierre, merci pour cette présentation. Pour vous dire que cette décision modificative elle a une obligation légale dès lors qu'on a une modification qui est la notification du surplus public. Il faut dans le conseil suivant ajuster ça et on a des notifications parfois un peu tardives, du
donc ça justifie cela. Et c'est juste une DM qui est totalement à l'équilibre du budget primitif qui a été voté, et une DM qui aussi confirme, puisqu'on est à mi-exercice aujourd'hui, et qui confirme le crédit et la sincérité du budget primitif, puisqu'aujourd'hui on est en taux d'exécution sur des choses qui sont vraiment cohérentes avec le budget primitif qui a été voté par cette Assemblée au début de l'année. Y a-t-il des demandes de parole? Oui, monsieur Bassard. Je voudrais quelques renseignements quand même. C'est à la page 15, je vois le numéro 6188. Autres frais divers, il y en a pour 104 340. Alors ça consiste à quoi? Attendez, j'en ai d'autres aussi. Frais de jardinage, église et forêt, 41 800. Je voudrais savoir un peu ce qui se passe ici. Et bon, remboursement de frais d'organisme, 143 000 €. Et à la page 22, il y a quelque chose quand même que vous voudriez m'indiquer un peu. C'est l'opération du tirage sur la ligne de trésorerie de 8 590 000. Est-ce que c'est le découvert que vous avez accordé? Parce que normalement, une ligne de trésorerie, c'est pas fait pour emprunter autant d'argent. Vous pouvez donner le numéro de page? Le numéro de page, là, c'est la page 22, et c'est le numéro 16 449. Opération de tirage sur la ligne de trésorerie. Alors, monsieur Bassard, honnêtement, je pense qu'on va pas rentrer dans la technique, mais on peut vous faire une réponse écrite sans problème sur toutes ces questions que vous posez là. Page 22. En tout cas, vous travaillez bien le dossier. Non, mais il faut quand même savoir que je ne vous parle pas de l'emprunt aussi, je vous parle quand même de la ligne de trésorerie. La ligne de trésorerie, c'est qu'en cours d'exercice, on fait un crédit de trésorerie tous les ans. Je peux vous dire que par exemple en 2014, quand nous sommes arrivés, au vu de la situation financière de la ville, on a même eu des difficultés à avoir la ligne de trésorerie. Pourquoi est-ce qu'il y a cette ligne de trésorerie? C'est parce que vous ne touchez pas toutes vos recettes d'un seul temps. En revanche, vos dépenses, elles sont réparties tous les mois. Donc vous avez besoin de tirer cette ligne de trésorerie, qui se fait à des taux d'ailleurs très intéressants aujourd'hui, et que cette année, la ligne de trésorerie, on l'a conclue avec la Banque Postale. Mais ce montant, il est... Voilà, et ça revient en effet à zéro en fin d'année, puisque ce n'est que de la trésorerie qui nous permet d'ajuster les recettes et les dépenses. Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est quand même assez élevé. Hein. Ça vous évite en fait, c'est assez arithmétique. C'est pas élevé, c'est arithmétique, c'est pour faire face tous les mois aux dépenses, puisque vous n'avez pas une autre financement qui vous permet de tenir avec votre propre trésorerie. Pierre, intervenir. Et c'est vraiment arithmétique. Oui, monsieur Bassard, c'est le total des opérations. En fait, on n'est jamais engagé au-delà d'1 million en ligne de trésorerie, mais on la renouvelle plusieurs fois dans l'année, par mois, plusieurs fois. C'est-à-dire que lorsque les recettes arrivent, ça réduit la ligne de trésorerie, mais après, quand les recettes sont consommées et qu'on attend les recettes suivantes, on est quelquefois obligé de tirer dessus. Donc, c'est le cumul des mouvements. Mais en fait, elle ne dépasse pas 1 million. On n'a jamais augmenté l'endettement, bien au contraire, on diminue, et la ligne de trésorerie fait partie de l'endettement. Voilà, monsieur Lars. Parce que la ligne de trésorerie, c'est pas de l'emprunt. Ah, ça y est. C'est pour ça que je vous dis la somme est importante, mais si elle est expliquée comme ça, c'est un effet. Madame Dumont. Appuyez sur votre micro, madame. Ça a d'ailleurs été précisé dans le point 20 de l'autorisation des décisions du maire. Dans le premier. Donc, il vous faudra une DM à chaque fois que vous dépasserez les 3 millions. On ne le dépasse pas. Donc on a déjà délibéré là. Oui. C'est calculé en fait. Ah oui. Mais le service des finances, monsieur Bassard, pour vous faire, si vous voulez, une réponse écrite, quelque chose comme ça. Non, mais il n'y a pas de sujet. Je rappelle que le désendettement de la ville de Louviers depuis 3 ans est impossible, il est 10%, avec un niveau d'investissement. On va faire voter donc, sur cette décision modificative. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Le groupe Bravo Louviers et le groupe Front National, je vous remercie. Délibération suivante, admission en non-valeur. Pierre, oui, c'est une opération purement technique en fait. Il y a des créances irrecouvrables au niveau de la ville de Louviers. Ces créances sont déjà inscrites, reportées,
Et là, on va les inscrire en nos valeurs, c'est-à-dire qu'on va les faire disparaître les comptes, sachant qu'elles ont déjà été passées à charge. Hein. Et donc, je vous demande l'autorisation, enfin d'autoriser Madame la Trésorière, de passer un montant de 14 848 € en valeur, c'est-à-dire l'irrayé de remonter ça. Y a-t-il des questions? On va procéder au vote à ce moment-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Pierre. 3 délibérations intéressent sur des garanties d'emprunt. Merci Monsieur le maire. Donc, une garantie d'emprunt qui concerne essentiellement le réaménagement de la dette de Habitat. Donc, Habitat a dû présenter un plan de redressement, différentes orientations stratégiques ont été décidées par le conseil d'administration, avec notamment un engagement de l'organisme bailleur pour la réduction des frais de gestion, un nouveau plan stratégique patrimonial qui donne la priorité aux réhabilitations, la réorganisation des agences avec tout un plan de proximité et de lutte contre la vacance et les impayés, et l'amélioration de la qualité du service pour les locataires. Donc, dans le réaménagement de la dette, l'organisme s'est rapproché d'un certain nombre d'établissements bancaires et financiers. La Caisse des dépôts et consignations a accepté le réaménagement de cette dette, et comme nous garantissons les emprunts à une certaine hauteur à chaque fois qu'il y a des constructions neuves, nous sommes sollicités pour garantir de nouveau les emprunts qui ont été contractés par Habitat, mais au regard de ce réaménagement de la dette. Je ne sais pas s'il y a des questions, si la mécanique financière est assez simple. Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, 2 garanties d'emprunt pour des reconstructions de logements qui ont été démolis dans le cadre de l'enrue de Maison Rouge, donc sur la route de la justice. Alors, on va les passer à chaque construction, voilà, une après l'autre. Donc, 10 logements pour un total avec une garantie d'emprunt de 10%, donc ce qui représente 119 000 €. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. C'est une obligation, c'est réglementaire dans le cadre de la convention en rue qui liait la ville, l'agglo et l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Il y a eu des démolitions pour aérer le quartier, pour permettre une qualité de vie, et donc nous avions l'obligation à l'époque, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui dans le nouveau règlement de l'ANRU 2, mais nous avions l'obligation de reconstruire. Le bailleur avait l'obligation de reconstruire. Ça n'est plus sur le règlement de l'ANRU 2, donc le nouveau programme de rénovation urbaine, ça n'est plus le cas. Mais